Roger et David Vaz-Gabo sont vice-présidents, Marie-Claude Pascoff, secrétaire général, Christian Larcher, qui est présent. Il est présent, Christian? Non. Bon, d'accord. Ah oui, il n'est pas là, il est dans le sud. Christian Larcher, secrétaire adjoint, Elisabeth Sablé, trésorière, et Hervé Roy, trésorier adjoint. Pour que vous mettiez un visage sur ces noms, je vous présente ces personnages. Alors bon, ça c'est du PDF, c'est pas très très joli, je l'avais en PPT, mais bon, a priori, ça ne passe pas bien. Voilà, la nouvelle saison. Alors, vous avez remarqué que ce soir on a démarré à 20h, on va essayer d'ailleurs. Et en fait, pourquoi? Parce que je vous avais posé la question, et vous vouliez démarrer plus tôt, donc au lieu de 20h30, on avait décidé 20h, et vous allez voir que ça va encore évoluer. Et suite au succès de ces conférences, il faut maintenant réserver par Internet. Alors, les réservations, ça démarre le lendemain de la conférence en cours. La page suivante, Gilles. Alors, alors oui, on passe d'abord à ça. À partir d'octobre, donc la prochaine conférence, on change tout. Vous savez qu'ici, on paye 850 € la location de la salle. C'est pas rien pour une petite association comme nous. On n'est pas subventionné, rien. Donc, David Vaz-Gabo a réussi à trouver un amphi gratuit dans la région, en fait en plein cœur du quartier latin. C'est à l'agro, c'est l'agro Paritech, au 16 rue Claude Bernard, amphi Tisserand. Il y a plusieurs amphis à l'intérieur, c'est l'amphi Tisserand. Mais alors, on nous a réservé cette salle à la stricte condition, c'est que ça démarre à 19h et surtout que ça finisse à 21h. Alors, je sais que ça va peut-être embêter certains, ça va faire plaisir à d'autres, c'est la vie. On ouvrira les portes à 18h30 et ça démarre pour la prochaine conférence le 8 octobre. Diapo suivante, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un grand bâtiment, l'agro, rose et blanc, et vous avez une vue très mauvaise là-dessus. Vous voyez l'amphi, enfin bon, on est bien assis, et voilà. Alors voilà le programme des prochaines conférences. Je vais vous trouver une solution. Hein. Oui. Je ne vais pas vous laisser me casser la tête. Vous savez ce qu'il faut faire? Bon, d'accord. La prochaine conférence, c'est le 8 octobre. Suite à vos desiderata, vous vouliez qu'on parle d'exoplanètes, surtout qu'il y a beaucoup de nouvelles planètes extrasolaires que l'on découvre maintenant. Et c'est notre ami Roger Ferlet, astrophysicien à l'IAP, qui va nous parler de ce sujet-là. Donc, ce sera le 8 octobre à partir de 19h. « 19h, Roger Ferlet. Alors, vous savez qu'en principe, on a réunion le deuxième mercredi du mois, mais il se trouve que vers le deuxième mercredi du mois de novembre, il se passe un événement intéressant, je crois, n'est-ce pas, mon cher Gilles? Le 11 novembre, qui est un mardi, la sonde Rosetta, Francis va nous en parler, la sonde Philae va se poser sur la comète, dont je ne prononcerai pas le mot. Oui, je sais que vous m'attendez au tournant. Je ne le prononcerai pas. 67P. Voilà. Et donc, on a décalé d'une semaine. Ce sera le 19 novembre. Et c'est notre sympathique camarade François Forget de l'Institut Pierre-Simon de Laplace, qui est planétologue, qui va nous parler d'un sujet, enfin, super intéressant aussi, Pluton et les KBO, les objets de la ceinture de Kuiper, et la mission New Horizon. Je vous rappelle que la mission New Horizon va arriver aux alentours de Pluton le 14 juillet 2015. Eh oui, les Américains ont visé le 4, ils se sont trompés. Tac. Voilà.
le 10 décembre, 19h aussi, c'est Thierry Lasserre du CEA, grand spécialiste des neutrinos, qui va nous parler des neutrinos. Et en janvier, février, tout ça, on vous a préparé un programme très intéressant. Vous voyez, là, je délaye un peu, tant qu'il trouve le micro. En janvier, on va vous parler de Vénus. Vénus Express. On ne parle pas souvent de Vénus, donc ça va être intéressant. Puis après, notre ami Gilles va nous parler d'un grand astronome qui est mort il n'y a pas très longtemps, et un grand ami de la SAF, qui est Audouin Dollfus, bien entendu, la vie d'Audouin Dollfus, ça va être passionnant. Ensuite, un sujet qui me passionne aussi, c'est la machine denticitaire. J'ai trouvé un grand spécialiste français de la machine denticitaire. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, vous l'apprendrez à ce moment-là. C'est formidable. Et alors, oui, alors je reviens un petit peu en arrière. Alors, je vous explique pour la réservation, vous avez compris que quand vous cliquez sur la page des conférences, c'est marqué cliquez ici. Hein, voilà, quand c'est. Ça y est, c'est réparé? Oui. Et celui-là, il marche. Bravo. Il faut parler comme ça. Donc, vous avez compris qu'il suffit que vous remplissiez ça. Page suivante. Hein, une fois que vous avez fait ça, vous recevez, dès que vous avez appuyé, s'il y a de la place, c'est marqué « Votre place est réservée ». Je n'envoie pas un deuxième email. Je m'excuse, je suis tout seul à faire ça, je n'ai pas les moyens. Hein. Déjà, mon fils, il a fait le tableau pour remplir ce truc-là. Donc, vous avez le retour. Ça sert de retour comme quoi vous êtes réservé. Si jamais, ce que j'ai fait pour aujourd'hui, j'ai arrêté à 150, alors qu'il y avait 200 places, parce que j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant, qu'il fallait réserver, etc. Donc c'était, pour que j'affine ça un peu, mais quand c'est plein, c'est marqué salle pleine, mais vous pouvez toujours vous présenter, votre place n'est pas garantie. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant pour nos amis de la SAF? Ah oui, intéressant, la commission de cosmologie a lieu le 20 septembre, et nous allons parler des nouveaux messagers du cosmos, et c'est une très grande astrophysicienne, Nathalie Palanque-Delabrouille, physicienne au CEA, qui va nous parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bon, un certain Jean-Pierre Martin, ah oui, c'est moi. Pour nos amis des Yvelines, je fais une présentation sur Rosetta le 4 octobre. J'aurai encore peut-être plus d'informations qu'aujourd'hui. On s'approche de plus en plus du target. Et voilà, vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Bon, allez, on continue. Alors, Gilles, tu veux peut-être dire quelques mots sur ce qui va se passer le 11 novembre? Eh bien oui, on va donc organiser avec, sous le patronage de l'Agence spatiale européenne, du Centre national d'études spatiales, de l'Observatoire de Paris, du CNRS, évidemment avec le pilotage, sous pilotage de la SAF et de la Cité des Sciences, cet événement en direct avec un plateau d'invités, un dispositif exceptionnel. On aura des invités, des astronautes, des grands astrophysiciens et évidemment tous les grands scientifiques et ingénieurs français qui sont à bord de la sonde Rosetta et à bord du lander Philae, des gens qui sont impliqués, des spécialistes des comètes, de l'Observatoire de Paris, du CNRS, des grands labos français. Et donc on va vivre cet événement exceptionnel comme l'événement, c'est d'astronomie populaire, comme on aime bien le vivre dans la SAF, c'est pas la première fois qu'on organise ça, avec tout un dispositif très impressionnant. On attend 3000 Parisiens et Parisiennes. Donc voilà, vous pouvez prendre date, on n'a pas encore les horaires évidemment. L'auditorium, il fait pas 3000 places, hein, donc il va falloir... Alors, le premier auditorium, il fait 400 places, assises confortablement, et puis après, il y a le grand écran super géant de l'accueil, du grand hall d'accueil de la Cité des Sciences qui sera mis à disposition,
Et puis on essaiera de trouver encore de la place. Si vous avez- Vous amenez votre matin pneumatique si vous êtes dans la grande salle. Parce que, Voilà, ça va durer 5 ou 6 heures, donc préparez-vous, on Oui. fait une réserve. ben, on a beaucoup de présentations pour ça. Et puis, il y a beaucoup de scientifiques. Les astronautes, Hubert Reeves sera parmi nous, peut-être André Braic, etc. Oh, s'il y a André, ça va durer quelques heures. Exactement. Enfin, ça va être la fête parce qu'on se pose sur une comète. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une... Oui, alors la page suivante. Voilà. Donc, je voulais juste te dire, on ne va pas faire de réservation pour cette Donc, soirée-là. entrée libre, mais On peut pas. vous imaginez, il va y avoir la presse, la télé, la radio, les médias. Mais on va avoir de la doc. Le CNES nous a promis un peu Le de doc. CNES, l'agence spatiale, voilà, et puis on On aura- aurait peut-être même des machins comme ça. Vous voyez, ça brille. ça brillera dans le noir. Il y aura des maquettes, il y aura plein de choses. Donc on a des leaflets, je crois, et tu les as mis là-bas. Il y a un petit peu de documentation là-bas. Et les dépliants là-bas. La page suivante. Sur le Facebook, évidemment, du CNES, le Facebook de la Cité des Sciences, vous aurez plein d'informations. Alors ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Francis Rocard, que vous connaissez tous. Il est au CNES, il est directeur de l'exploration spatiale et il est très impliqué dans la mission Rosetta et il va peut-être nous donner des informations de première main sur ce qui va se passer et je lui laisse la parole. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci Jean-Pierre. Donc, on va parler des comètes. Et alors, je vais peut-être dire des choses extrêmement simples. Là, vous m'entendez là? Je suis près du micro, quoi. Donc, une comète, c'est un petit corps, tout petit. Alors que les astéroïdes peuvent atteindre des centaines de kilomètres, les comètes font en général quelques kilomètres, dizaines de kilomètres. À l'est, c'était déjà une quinzaine, je crois. Je crois que la plus grosse comète identifiée fait 150 km, mais c'est vraiment un point aberrant dans la courbe. Je crois qu'il faut que tu mettes la mousse, parce que ça fait quand même... Allons-y avec la mousse. Est-ce que vous entendez dans le fond? Donc, les comètes, ce sont des tout petits corps. Deuxième particularité, ce sont les objets les plus riches en volatiles, au pluriel, qu'on connaisse dans le système solaire. Volatiles, ce sont des glaces congelées, c'est-à-dire de l'eau, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du méthane, de l'ammoniac, etc., etc. On a recensé, surtout en radio, on est à 25-30 molécules actuellement recensées dans les comètes, et la comète Hale-Bopp, particulièrement intense, a permis de faire exploser ce chiffre à environ une trentaine de molécules. Ça, c'est pour la partie volatile, et c'est parce qu'il y a ces volatiles que la comète devient active en créant d'une part ce qu'on appelle une coma, c'est-à-dire c'est à peu près la boule, la coma c'est la boule qui est ici, qui peut atteindre 100 000 km, le tiers de la distance Terre-Lune, ça peut être gigantesque. Actuellement, nous sommes dans la coma, à l'heure où on se parle. On est dedans. On ne le sait même pas, mais on est vraiment dedans avec Rosetta. Mais évidemment, les poussières qui sortent par des jets puissants, voire le kilomètre par seconde, il y a un effet dynamique et entraîne des poussières. Et des poussières qui peuvent être des poussières de type rocheux, silicaté, mais aussi des poussières organiques. Et deuxième particularité des comètes, ce sont les corps les plus riches en carbone que l'on connaisse. C'est beaucoup plus riche que les astéroïdes dits carbonés qui ont quelques pourcents de carbone. Néanmoins, et je le dis tout de suite, le matériau réfractaire carboné des comètes, on ne le connaît pas. Et c'est tout l'intérêt d'aller étudier les comètes, et c'est tout l'intérêt de se poser dessus, de prélever, etc., et d'analyser ce matériau riche en carbone qui est... on a parlé de suie. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut probablement pas grand-chose, mais c'est-à-dire des molécules organiques, des longues chaînes, un peu
un peu désorganisé, qu'on compare à la suie que vous avez dans votre cheminée, si vous avez une cheminée, mais encore une fois, ça vaut probablement pas grand-chose. Et quand tout cela se rapproche du Soleil, bon, c'est bien connu, une queue, voire deux queues apparaît, l'une étant liée au fait que les molécules neutres s'ionisent par les UV du Soleil. À partir du moment où elles s'ionisent, elles sont immédiatement entraînées dans le vent solaire, ça crée la queue de plasma, c'est les ions, et c'est une queue qui est lumineuse, c'est-à-dire qui émet de la lumière, ce sont les ions qui se désexcitent. Par ailleurs, les poussières subissent la pression de radiation et sont lentement poussées par la pression de radiation, et ça crée la queue de poussière, qui elle n'est pas lumineuse, mais qui réfléchit la lumière du Soleil. D'où ces deux queues très bien visibles. Je crois que ça, c'est la comète... peut-être Hale-Bopp, ça, non? Est-ce qu'il y a des spécialistes dans la salle? Pardon? Ça ressemble, oui. Donc on a ces deux queues. Alors après, on a vu des comètes à 6 queues, mais ça, c'est des effets de géométrie. Faut pas trop... dans les récits anciens, on a des choses assez curieuses, mais le problème dans l'observation des comètes, et je vais pas en dire beaucoup plus longtemps, mais c'est que on a vu des choses tout à fait incompréhensibles, on a vu des antiqueux, ça c'est bien connu, mais tout dépend de la géométrie dans laquelle on voit la comète. Et ça, le plus souvent on vous montre une image, vous savez pas du tout où est le Soleil, quelle est la géométrie, et ça donne des choses parfois assez curieuses. Bon, les comètes, ça peut être des spectacles magnifiques. Voilà, Makhnouf, bon, c'était en 2007, et c'était dans l'hémisphère sud, donc nous n'y avons pas eu droit. C'est dommage, parce que ça c'est quand même superbe, et voilà ce que peut donner... la vision d'une comète dans le ciel. Voilà, j'aurais bien voulu la voir en vrai, mais je ne l'ai pas vue personnellement, je n'étais pas dans l'hémisphère sud. Alors, il y a un autre paramètre, il y a un paramètre qui nous intéresse beaucoup. Dans l'étude des comètes, il y a deux choses qui intéressent directement la Terre. C'est la question de l'origine de l'eau et la question de l'origine du carbone. Donc, sur l'origine de l'eau, vous avez cette courbe un peu compliquée, qui est ce qu'on appelle le rapport d'essurage, donc le deutérium sur l'hydrogène, la valeur terrestre qui est au milieu en bleu, qu'on appelle le SMOW, c'est-à-dire la valeur du dessurage dans les océans terrestres, et qui n'est pas la valeur du Soleil. Et en dessous, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont bien inférieurs en dessurage. Et au-dessus, vous avez quelques comètes, et avec la particularité que ces comètes sont généralement supérieures et notablement supérieures. C'est une échelle logarithmique, hein, donc il faut faire attention aux chiffres. Très supérieure. Méricle 2, par exemple, est une comète qui a un dessurage terrestre. Donc ça complique un petit peu l'interprétation, et je vais vous donner un petit secret que vous garderez pour vous, mais il semblerait que le dessurage de la comète ait été mesuré, et on me l'a dit aujourd'hui même, et c'est Rosina qui fait ce type de mesure, et la valeur serait 3 à 4 fois la valeur terrestre. Bon. Ça veut dire que pour interpréter l'origine de l'eau sur les comètes, on n'est pas complètement sorti de l'auberge, à mon avis. Parce que on aurait des valeurs constantes, on pourrait dire, voilà, l'eau des... À une époque, je me souviens de Thérèse Encrenaz, qui est une planétologue bien connue, disait, dans un litre d'eau, ça c'est 1,5 litre, dans un litre d'eau, vous avez un verre d'eau cométaire. Ça, c'était comme ça qu'elle résumait les choses. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire ça actuellement, encore aujourd'hui. Et quant au carbone, la question est la même. Est-ce que le carbone des comètes provient le carbone de la Terre provient des comètes? On ne sait pas très bien, et on espère qu'avec Rosetta, on en saura un peu plus. Alors, ça, j'ai repris une image qui est issue de la comète Hartley 2, mais simplement pour illustrer l'origine des comètes. C'est pas ultra simple comme situation, puisqu'il y a deux grands types de réservoirs cométaires. Vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle le nuage de Oort, qui se situe, qu'on n'a jamais vu, mais qu'on a prédit. Et on l'a prédit parce que les trajectoires cométaires sont paraboliques et non pas hyperboliques. Elles seraient hyperboliques, elles viendraient d'ailleurs, hors du système solaire. Or, elles sont paraboliques, c'est-à-dire vitesse à l'infini nulle, c'est-à-dire orbite. On mesure maintenant des orbites de l'ordre du million d'années avec les comètes. Avant, on ne savait pas les mesurer, maintenant on sait les mesurer. Et des orbites de plusieurs milliers d'années, on les mesure très facilement. Et nuage de Oort, c'est une prédiction de M. Oort compte tenu de ses trajectoires. Et d'autre part, la ceinture de Kuiper, donc, qui est le deuxième réservoir. Mais le côté un peu étonnant, c'est ça qu'il faut garder en mémoire, et je vais essayer de ne pas me tromper, c'est que les comètes du nuage de Oort
qui ont été violemment éjectées du système solaire, parce qu'elles ne se sont pas formées là-bas, bien sûr. La question, c'est où se sont-elles formées? Les comètes de nuages de Oort qui ont été violemment éjectées ont évidemment subi des interactions très très fortes. Et donc, en fait, elles se sont formées plus près du Soleil que celles parce que c'est Jupiter essentiellement qui a dû les éjecter, que les comètes de Kuiper, qui sont probablement le résultat de phénomènes comme le grand bombardement tardif qui a chahuté la ceinture de Kuiper. Et à ce moment-là, les comètes sont allées se mettre au-delà les objets transneptuniens au-delà de Neptune. Mais, donc, le paradoxe, c'est que les comètes du nuage de Oort se sont formées probablement plus près du Soleil que les autres. Et donc ça, il faut garder en mémoire parce que c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et ça aura des conséquences. Pour les affaires du rapport d'Essurach, la valeur interstellaire est très écartée de la valeur terrestre. Et plus on aura des rapports d'Essurach dans les comètes, plus on aura une origine, entre guillemets, interstellaire. Mais ça, nous verrons. Alors, je voudrais juste un petit peu illustrer Ison parce que ça a été un événement assez étonnant. Et je voudrais quand même vous montrer des petites choses. D'abord, ce petit film qui a l'air de rien, mais pour moi, il est historique. En tous les cas, c'est la première fois que je vois ça. Là, vous allez me dire, c'est assez banal ce qu'on voit. C'est Ison. Très bien. Mais, aux surprises, une deuxième comète. Donc, on a deux comètes sur l'image. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, c'est Encke. Et Encke est la comète qui a la plus courte période que l'on connaisse. Donc, c'est là, on la revoit passer fréquemment. Et donc, sur ce petit film, un peu anodin, on a deux comètes qui se promènent. Je trouve ça assez étonnant. Alors, bon, Ison, vous vous souvenez, ça s'est passé en décembre. C'est une comète du nuage de Oort. C'est une comète qui vient de très très loin et qu'on a découvert. Et tout d'un coup, on a fait des calculs. Et au stupeur, elle devait être la comète très visible dans le ciel, quelque part en janvier, février de cette année. Et elle a survolé... donc c'est une sun grazing, ou quasiment, puisqu'elle a survolé le Soleil à une vitesse qui avoisine, une distance qui est à un diamètre solaire. Et voilà ce que SO a vu. Donc ça, c'est le passage du Ison. Je pense que vous avez vu ce film, mais moi, personnellement, je ne m'en lasse pas. Et à l'époque, personne n'a vraiment compris ce qu'on avait vu. On a une superbe comète au départ, avec une très très belle queue, un peu saturée sur l'instrument, mais à partir du moment où elle sort du cache, parce qu'évidemment on cache le Soleil, on a un objet qui ressemble plus à rien, et qui au moment où il sort de l'écran, c'est la dernière fois qu'on l'aura vu cet objet, c'est-à-dire qu'ensuite plus personne ne l'a vu. Cette comète a été séchée, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a perdu intégralement ses volatiles, il n'y avait plus rien, et évidemment ça n'a pas été l'objet que l'on espérait. Voilà un petit peu résumé sur cette image, l'affaire d'Ison. Et à partir du moment où on sort en haut à droite, elle n'a plus jamais été revue par personne. Et voilà. Donc je reviens à Rosetta. Et Rosetta, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui date d'une vingtaine d'années. On a commencé ces affaires-là dans les années 90. Et au tout début, évidemment, Rosetta est née de Giotto. Bien sûr, avec Giotto et puis Vega 1 et Vega 2. On a fait ce fameux survol en 86, on était à la Cité des Sciences pour certains, moi j'étais un peu jeune, j'étais devant mon écran de télé, mais on a vu ces belles images, auxquelles d'ailleurs on n'a rien compris à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une autre histoire, et évidemment tout le monde a pensé qu'il fallait faire la mission suivante, et la mission suivante la plus ambitieuse, c'était au début Rosetta, ça s'appelait CNSR, Comet Nucleus Sample Return, qui était une affaire européano-américaine. Et en fait, comme ça arrive souvent avec les Américains, malheureusement, j'espère qu'il n'y a pas d'Américains dans la salle, mais la NASA nous a claqué dans les doigts. Donc, retrait des Américains, et l'ESA s'est pas du tout senti capable de faire CNSR tout seul, et notamment parce que les scientifiques, qui sont toujours très exigeants, demandaient à ce que l'échantillon prélevé soit conservé à la température de la comète, c'est-à-dire à 200 K, c'est-à-dire pratiquement moins 100 degrés. Et ça, techniquement, pour un ingénieur, c'était un véritable cauchemar. Donc, très rapidement, l'ESA a dit, on ne fera pas de retour d'échantillon, on va faire une mission de rendez-vous. Et là-dessus, on a rajouté l'atterrisseur, qui est lui-même le résultat d'une histoire un peu compliquée, que je ne vais peut-être pas détailler ici, mais qui était, en tous les cas, rendons à César ce qui lui appartient, une initiative allemande,
du DLR Cologne. C'est toujours Stéphane Lamec, hein, c'était lui au départ. Et les Français avaient fait d'autres cartes et nos cartes n'ont pas été très bonnes à jouer, donc on est un peu penaud. On est allé voir les Allemands en disant bah, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas faire cet atterrisseur ensemble? C'est ça la réalité de l'histoire. Et ils nous ont accepté, un peu réticents au début, mais bon, finalement ils nous ont accepté et peut-être qu'ils n'auraient pas dû. Vous me poserez la question du pourquoi ils n'auraient peut-être pas dû tout à l'heure. Bon. Vous savez qu'on est mal parti, puisque le lancement de 2003, il y a eu un échec d'Ariane peu de temps avant, donc interdit de vol, Ariane, donc impossible d'aller sur Virtanen, c'était notre comète. Et Virtanen était déjà la deuxième comète. Je ne sais pas si je... Non, bon. Je vous la montrerai tout à l'heure parce que je sais que j'ai l'image, mais... Donc, Ariane ne pouvant pas partir, on perd notre petite comète. Virtanen était très petite, 1,2 km. D'où des tas de conséquences. Gravité très faible, vitesse à l'atterrissage extrêmement faible, etc. Donc Philae était dimensionné pour une toute petite comète. Et comme sur le pas de tir, on nous dit bah, vous partez pas, vous allez vous chercher une autre comète, c'est ce qu'on a fait, eh bien, des comètes de 1,2 km, on n'en a pas trouvé. Et on se retrouve avec, je vais prononcer, Churyumov-Gerasimenko, hein, je l'ai bien prononcé Jean-Pierre, hein. Churyumov-Gerasimenko, je répète, qui est une comète normale, hein, 5 km, 4 km à peu près, donc plus grosse, je crois qu'on en est à 10 milliards de tonnes, c'est ça le chiffre. D'ailleurs, pour la petite histoire, la densité serait à peu près celle qu'on avait prédite, c'est-à-dire 0,4, elle flotterait largement dans l'eau. Donc on part en mars 2004 pour cette fameuse comète Churyumov-Gerasimenko. Et voilà notre beau Rosetta, qui est une mission extrêmement ambitieuse. C'est un engin de 3 tonnes. En haut, vous voyez les antennes de Concert. Concert, c'est le radar qui veut sonder la comète et qui le sondera et qui fera j'y reviendrai tout à l'heure, qui fera de la tomographie entre Rosetta et Philae, qui va servir de transpondeur. Alors, on a une trajectoire compliquée, tout simplement parce qu'envoyer 3 tonnes sur cette trajectoire, eh bien, il faut se rendre à l'évidence, Ariane 5, c'est pas assez. Ça paraît curieux, mais Ariane 5, c'est pas assez puissant pour envoyer 3 tonnes sur la dernière trajectoire jaune, celle-là. On aurait pu imaginer tout à fait d'aller directement sur cette trajectoire. C'était tout à fait, sur le plan de la mécanique céleste, c'était tout à fait envisageable. Mais Ariane 5 ne pouvant pas le faire, on a eu cette trajectoire un peu pénible parce qu'elle a duré 10 ans. Et 10 ans, c'est très long, je dirais même c'est trop long. Beaucoup des scientifiques de Rosetta sont à la retraite aujourd'hui. Donc on a des problèmes de maintien des compétences. Le responsable de la caméra, il est plus là. Celui de Rosina, je crois qu'il a été changé aussi. Enfin bon, celui de Cosima a été changé. Notre ami Kaufman sur Concert, il est toujours là. Bibring sur Shiva est toujours là. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis parce que la retraite, ça existe. Et donc, on a eu cette trajectoire compliquée. Voilà, par exemple, comment s'est passé le survol de la Terre par Rosetta. Et voilà, Rosetta qui passe dans le ciel. Donc, il y a eu ça, c'était le survol de 2005. Et donc, on a bien observé Rosetta au moment de ce survol. Et on a également, au moment du survol de Mars, nous avons sur Philae des caméras qui sont sur toutes les phases de Philae, qui feront un superbe panorama du site d'atterrissage. Ces caméras françaises, donc Shiva, sous la responsabilité de Jean-Pierre Bibring. Et Bibring a souhaité utiliser sa caméra au moment du survol de Mars. Et voilà l'image qu'il a obtenue. Et si on pousse très fort les contrastes, on commence à faire un petit peu d'espionnage industriel. C'est-à-dire qu'on commence à regarder ce qu'il y a dans le panneau solaire. Pas inintéressant pour ceux qui s'intéressent au panneau solaire, c'est compliqué. Il y a des tas de boucles complexes pour éviter notamment des boucles de courant qui créent... un courant qui passe dans une boucle, ça crée un champ magnétique, et les champs magnétiques, on n'aime pas trop, ça perturbe éventuellement le magnétomètre, s'il y en avait un. En l'occurrence, il y en a un, mais il est sur Philae. Donc il y a un montage assez compliqué. Et c'est des gigantesques panneaux. Ils font 14 mètres de long. En tout, Rosetta tout déployé, c'est 32 mètres de long. Donc, pourquoi ? Parce qu'on va très loin du Soleil, on va à plus de 3 AU.
Et pour des raisons également d'énergie, on est dans une situation où, au niveau de l'orbite de Jupiter, 5AU, Rosetta n'a pas assez d'énergie. C'est pour ça qu'on a été en hibernation, comme vous le savez. Et je vais y revenir. Donc ça, c'est une vue un montage du survol de la Terre pris par la caméra Osiris. Avec un montage, on voit la Lune en fond. Et ensuite, on a fait ce qu'on fait souvent avec les astéroïdes, c'est-à-dire qu'on essaye d'en survoler autant que faire se peut. Les astéroïdes sont très divers. On en a recensé aujourd'hui 600 000. Par contre, on a recensé 4000 comètes. Donc ça vous dit aussi que les comètes et les astéroïdes, en termes quantitatifs, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus, il y a plus de 100 fois plus d'astéroïdes dans le ciel que de comètes. Donc pour les apports d'eau et de carbone, c'est à prendre en compte quand on veut savoir si ça vient des astéroïdes ou des comètes. Alors, pour le survol de Stein en 2008, qu'on a appelé le diamant de l'espace, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, c'est-à-dire que la caméra Osiris, la NAC, cette fameuse caméra dont le LAM à Marseille a fait toute la structure optomécanique de cette caméra, malheureusement s'est mis en rideau au moment du survol de Stein, ce qui explique que toutes les images que vous avez de Stein ne sont pas très résolues, parce que c'est le WAC qui les a pris. La NAC, elle était en stand-by, et c'est quelque chose qui, comme la survol c'est rapide, tout est préprogrammé, bon, si la caméra se met en veille, le survol a foiré. Donc voilà, on a un certain nombre d'images de Stein que l'on voit ici. On peut les montrer rapidement. Mais alors une particularité quand même, c'est que Virtis, qui est le spectro-imageur visible infrarouge, n'a pas révélé de signature très marquée. Notamment, je crois que c'est Lutetia dont on disait que c'est un satellite potentiellement métallique, M. Bon, le côté métallique était assez surprenant et je peux vous dire que ça n'a pas été confirmé par Virtis, qui n'a vu aucune signature métallique. Voilà, donc ça c'était pour le diamant de l'espace. Et puis 2 années plus tard, on a survolé un très gros astéroïde cette fois, le plus gros jamais survolé d'ailleurs par une sonde spatiale. Et lui est plutôt dans la gamme de la centaine de kilomètres, 110, 120. Voilà à peu près les images du survol. Et là, la NAC a très bien fonctionné. Donc on a des images à très haute résolution de cet astéroïde. Alors, le facteur d'échelle est très important dans les astéroïdes. Si vous comparez Itokawa à cet objet, bon, c'est 2 mondes totalement différents. Je dirais Itokawa ressemble plus à la comète que Stein. Et voilà, en comparaison, tous les astéroïdes qui ont été survolés par des sondes spatiales, et Itokawa, je ne sais plus où il est, mais c'est un tout petit coin sur l'image. Donc, bon, il est quelque part sur l'image, je ne le vois plus. À gauche. Il est à gauche. Ouais, top. En dessous. Encore. Ah oui, c'est voilà. Donc c'est un point ici. Donc vous ne le voyez pas, c'est normal. Itokawa, il est un peu plus gros que la station spatiale. Enfin, 500 mètres. Voilà, 500 mètres. Donc c'est vraiment un tout petit objet. C'est pour ça qu'Itokawa est vraiment une tête très particulière. Alors, à haute résolution, quand on commence à regarder, on voit des cratères, on voit des boulders, on voit ces fameux rochers qui peuvent dévaler au fond des cratères. Donc, sur des objets aussi petits, il y a néanmoins un peu de gravité. Si on n'avait pas, les cailloux ils flotteraient dans l'espace. Donc, il y a quand même de la gravité, bien sûr. La gravité, on y reviendra surtout avec la comète, mais le champ de gravité peut être complètement perturbé par la forme de la comète, et vous pouvez avoir une surface, à une surface donnée, vous pouvez avoir une gravité qui est complètement inclinée, et c'est ce qu'on va avoir sur Churyumov, parce que la comète est complètement à 2 bilobés, avec la tête et le corps du canard. Donc là, on voit bien les rochers qui ont pu dévaler au fond, et il y a beaucoup d'accumulation de poussière au fond de ce cratère. Et puis on voit quelque chose qui est assez connu sur Phobos, et aussi peut-être un peu d'Eimos, c'est ces espèces de linéations qui sont assez mystérieuses, qui sont probablement liées à des effets de tectonique interne, peut-être des effets de modification de champ de gravité au moment de certains survols. Enfin bon, c'est quelque chose que
sur lequel je ne m'étendrai pas. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ces lignes-là sont assez mystérieuses. On retrouve à peu près les mêmes sur Phobos, avec des densités de cratères assez importantes, donc une surface assez ancienne. Voilà, ça c'est la dernière image pour Lutetia. Donc ça c'est celle-là où on a mis Lutetia avec Saturne pour la photo. Bon, ça c'est un peu un résumé de tout ce que je viens de vous dire. On va peut-être l'accélérer un peu parce qu'il fait 5 minutes. C'est un peu un outil de travail, ce que je vous montre là. Ça a été fait par les gens de Toulouse au CNES, puisque vous allez voir qu'au moment des survols, on a une géométrie extrêmement précise du survol de la Terre, par exemple de 2005, où on voit exactement où on est passé par rapport au continent, etc. Et l'attitude du spacecraft est lui-même conforme à la réalité de ce qui s'est passé pendant le survol. On a des... Voilà. On aura fait finalement, je crois, 4 tours autour du Soleil. Voilà le survol de Mars. Alors, dans les survols planétaires, on parle d'assistance gravitationnelle. Là, vous avez le champ de gravité, le champ de magnétique, qui est représenté avec l'onde de choc et le champ crustal qui apparaît en bleu et rouge, tel que MGS l'a mesuré. Et vous avez la trace au sol de Mars pendant le survol. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement précis. Ce que je voulais dire, c'est que ces survols, on appelle ça assistance gravitationnelle, et généralement, mais pas toujours, notamment sur Mars, généralement, c'est fait pour acquérir de la vitesse. C'est-à-dire, c'est fait pour aller... on voit d'ailleurs que l'orbite s'allonge à chaque fois, donc on a effectivement acquis de la vitesse. Et dans le cas du survol de Mars, ça m'a été dit un jour, en fait, le survol n'est pas fait pour acquérir de la vitesse, il est fait pour aller chercher la Terre. Bon, donc, il faut se mettre dans les configurations les plus favorables pour arriver à faire ces survols. Et là, on a utilisé Mars essentiellement pour retrouver la Terre lors de ce survol de 2007. Bon, là, on a survolé près des pôles. Et puis, et ensuite, on survole les astéroïdes, mais on va peut-être pas recommencer l'histoire. Alors maintenant, j'en viens à la comète. Et la comète, au départ, la première comète de Rosetta, c'était, et c'est là vraiment imprononçable, c'était Wachmann 3. Pour ceux qui s'en souviennent. Et malheureusement, je vous ai dit que Rosetta, ça a démarré au milieu des années 90, mais en 95, voilà ce qui s'est passé. Cette comète, comme ça peut arriver, et ça arrive un peu plus souvent qu'on ne croit, elle s'est brisée, un peu comme Schumacher-Leni V9, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un an auparavant, c'était en 94. Elle se brise par effet de marée. Au moment d'un survol d'un corps, alors souvent c'est Jupiter qui est le grand perturbateur du système solaire. Le Soleil peut les briser aussi, bien sûr, au moment où elle passe près du Soleil. Et là, la comète s'étant brisée, il fallait impérativement, et voilà ce que ça donne quand une comète se brise, ça ressemble à Schumacher-Leni V9, mais non, c'est Wachmann 3, voilà, je l'ai bien prononcé, observé par Switzer, et là vous avez un effet de marée caractéristique, qui est vraiment un effet très important dans le système solaire. Les résonances et les effets de marée dans l'évolution du système solaire, c'est vraiment majeur. Ça vous sculpte le système solaire, ça vous sculpte les lunes autour des planètes, notamment les planètes géantes. Et là, l'effet de marée vous aligne toute votre petite comète sur une ligne. Donc on est devant un effet de marée tout à fait caractéristique. Donc il a fallu changer de comète. On passe à Virtanen, et ensuite, j'ai raconté l'histoire, on passe à Churyumov. Et voilà monsieur Churyumov à gauche et madame Gerasimenko à droite. C'est 2 Ukrainiens. Bon, en ce moment, il se passe d'autres choses en Ukraine, malheureusement. Et qui ont découvert cette planète en 1969. Alors, elle a plusieurs particularités, et ça faisait partie des critères pour Rosetta. Faible inclinaison sur l'écliptique, il n'est pas question de se retrouver avec une comète rétrograde comme elle est. On n'est pas capable de faire un rendez-vous avec une comète où la vitesse relative est de 70-80 km par seconde. C'est totalement impossible. Donc il fallait qu'on soit dans le plan de l'écliptique, on a une inclinaison de 7 degrés, c'est peu, une période faible, c'est une comète de la famille de Jupiter. Bon, comme je l'ai dit, Jupiter c'est le grand perturbateur du système solaire, et donc beaucoup de comètes ont leur affaibli au niveau de Jupiter parce que c'est Jupiter qui les a perturbées, bien sûr. Donc on a une période qui fait 6,5 ans à peu près, ça c'est assez classique. Mais vous voyez que le périhélie n'est pas tellement près du Soleil. Il est entre
entre la Terre et Mars. Donc il est à 1,24 unités astronomiques. On ne va pas être très très près du Soleil, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même avoir une comète active. Bon, ça c'est pour rappeler, au moment où on a choisi la comète, là on est en 2003, on est pile poil au moment où on cherche, on sait que le lancement est reporté, et donc c'est, je crois, Philippe Lamy qui a fait des observations à l'ESO pour essayer de... Alors il faut caractériser la comète, il faut qu'elle soit, je vais parler des orbites, il faut qu'elle soit active, pas trop active, un ratio gaz-poussière qui soit pas extrême. On veut un peu de gaz, bien sûr, on veut de la poussière, bien sûr, mais on ne veut pas non plus être complètement dans un smog pékinois, parce que c'est vraiment ce qui va se passer. On va se retrouver dans un smog, c'est-à-dire que on va se retrouver avec des images floues quand il y aura énormément de poussière autour de la comète, si la comète est très active près du périhélie. Et donc on ne veut pas qu'il y ait non plus trop de poussière, parce que Rosetta pourrait ne pas survivre. Les optiques n'aiment pas. La période de rotation de la comète était un paramètre important, donc ça c'était les premières mesures de 2003 qui donnaient une douzaine d'heures déjà, et aujourd'hui on sait que c'est 12 heures et 20 minutes, c'est confirmé, et donc les mesures de 2003 sont tout à fait... Alors comment on fait? On fait par exemple ce genre de choses, on regarde un petit peu comment l'éclat d'un noyau cométaire varie, et ça permet de... Là vous avez des jets qui tournent en spirale sur une comète, ça permet de mesurer la période. Alors ça, sur cette image, c'est pour illustrer le fait que les comètes ne sont pas du tout prédictibles. Les comètes ont des bouffées de chaleur, si je puis dire, enfin, c'est pas des bouffées de chaleur, mais si, on peut parler de bouffées de chaleur, c'est-à-dire tout d'un coup, elles ont une espèce d'explosion, là on voit une onde de choc, et d'ailleurs vous allez voir que Churyumov a eu un sursaut d'activité, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais ça c'est typique d'un sursaut d'activité sur une comète, et donc c'est l'un des objectifs numéro 1 de Rosetta, c'est étudier l'émergence de l'activité, et ensuite on ira jusqu'à la disparition de son activité, jusqu'à ce que mort s'en suive, au-delà du périhélie. Mais c'est vraiment ça qu'on veut étudier, parce que en général ça se passe tellement loin du Soleil qu'on n'est pas capable, on ne voit pas la comète. Si c'est une comète qui vient du nuage de Oort, on ne l'a même pas vue parce qu'elle est encore trop faible, on ne la connaît pas. Et les comètes pas assez intenses, on n'a pas assez de signal. Donc on a regardé le noyau, et voilà ce qu'était le noyau tel que des équipes, je crois que Philippe Lamy est encore impliqué dans cette affaire-là, oui c'est Lamy et Tal en bas à droite, donc voilà le modèle du noyau de la comète tel qu'il était prédit à l'époque, et alors c'est évidemment faux, mais c'est la seule chose qu'on avait se mettre sous les dents. Les dimensions ne sont pas très fausses, entre 4-5 km, et ça c'est parfaitement exact, mais on ne retrouve pas cette forme que vous allez voir tout à l'heure. Bon, et là-dessus, on fait des modèles 3D, et voilà à peu près le modèle sur lequel on a travaillé pendant quelques temps, et aussi pour simplement montrer ce que pouvait être une comète. Alors, le problème de la surface de la comète, je vais vous montrer beaucoup d'images où on voit les surfaces. À chaque fois, j'étais très très mécontent de ce que les graphistes ont fait, parce que moi j'estime que ces surfaces de comètes n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Même si je ne sais pas ce qu'est la réalité des surfaces d'une comète, parce que personne n'a été sur une comète. Mais franchement, il y a des comètes, vous allez voir, certaines images qui sont un petit peu... Enfin, qui ont l'air absolument... Alors, oui, je fais ceci parce que je voulais vous montrer un petit peu ce qu'est le wake-up. Donc, on a eu une hibernation qui a duré 31 mois, et il a fallu réveiller. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, au moment du réveil? Il se passe que il y a une horloge à bord, et en fait Rosetta se réveille toute seule avec son horloge, mais doit faire un certain nombre de choses, et notamment Rosetta a été stabilisée par spin, comme on dit. Voilà, ça on est en hibernation, on a les panneaux vers le Soleil, et on tourne indéfiniment pendant 31 mois. Et au moment où le wake-up, l'horloge se déclenche, il y a toute une procédure, c'est écrit, donc on chauffe les Star Trackers, c'est-à-dire les senseurs stellaires, et on commence à modifier. Tout ça, c'était automatique. Et pourquoi d'ailleurs le signal qu'on a reçu est arrivé trop tard? Parce que la thermique, c'est jamais une science exacte. Or, il a fallu chauffer plusieurs fois les senseurs stellaires, c'est pour ça que le signal est arrivé à la limite finale de la fenêtre. Et ensuite, donc, il y a une modification de l'attitude du satellite,
pour faire en sorte que finalement il pointe vers la Terre avec son antenne et il envoie son fameux signal, le fameux wake-up que tout le monde a attendu avec un peu d'angoisse puisqu'on l'a attendu avec 45 minutes de retard. Voilà, donc on va peut-être pas aller au bout de ce film parce que l'essentiel est dit. Et je reviens ici. Ça, c'est pour ceux qui s'en souviennent. On a vécu l'événement en début de soirée. Voilà, c'est ce pic qui est arrivé avec 45 minutes de retard, mais ça a soulagé tout le monde, y compris notre ami de l'ESOC qui commençait à être un peu nerveux. Mais après, il s'est détendu. Bon, ça, vous n'arrivez pas à lire, mais c'est un document de travail qui est fait pour Philae, mais qui inclut donc toutes les phases un peu complexes que l'on a vécues à partir de juin, juillet et août, et qu'on continue à vivre en ce moment même. C'est cette fameuse phase d'arrivée à la comète qui est assez compliquée, et je voudrais quand même vous la montrer. Je vais refaire ma petite manip. Oups. Voilà, donc parce que c'est pas très très simple et je crois que c'est assez intéressant de comprendre pourquoi on arrive comme ça à la comète. Voilà, donc vous avez peut-être déjà vu cette vidéo, mais il faut quand même expliquer à peu près ce qui se passe. Donc on fait des triangles en spirale. Alors d'une part on se rapproche et en plus pour la petite histoire on ne freine pas à la comète. Contrairement à ce qui a été dit et écrit partout, on accélère. Ça, c'est un détail, mais bon, tout est relatif, vous allez me dire. Hein, tout dépend comment on met le... Mais pour faire le rendez-vous, il a fallu accélérer. Pour que la vitesse relative à la comète soit nulle à l'arrivée. Et donc, et on arrive côté soleil, bien sûr, parce que si vous arrivez côté nuit, vous ne la voyez pas. Donc, toute la trajectoire a été faite de telle manière que on avait le noyau éclairé, qui présente deux avantages. Un, c'est que le noyau est éclairé, et deux, c'est que la queue est de l'autre côté. Donc toute l'activité de la comète, elle est de l'autre côté, elle est antisolaire, ça se voit très bien sur l'image. Et donc pourquoi on fait ces triangles? L'autre raison, c'est que sur chacun des triangles, on va étudier le plus finement possible la trajectoire, notamment avec l'instrument Radio Science, et notamment avec la caméra de navigation. On fait de la navigation optique, c'est ce qu'il y a de plus précis, la fameuse NavCam. Et c'est en étudiant la prédiction de la position du noyau au bout d'un arc du triangle, par rapport à la réalité, qu'on peut, par un calcul savant, en déduire la masse de la comète. Ces triangles sont faits pour déterminer la masse de la comète. C'est la masse de la comète qui défléchit la trajectoire, donc les triangles ne sont pas des droites, mais sont légèrement incurvés, et c'est ça qui a permis, et qui va permettre encore maintenant, de déterminer la masse de la comète. Bon, ça recommence. Alors, après, on va arriver, je ne sais pas si on y est maintenant, non, on n'y est pas encore. On va arriver très prochainement, avant la fin du mois, sur l'orbite 30 km. Et l'orbite 30 km, c'est le seuil en deçà duquel la gravité de la comète nous permet d'être gravitationnellement liés. Parce que là, vous voyez bien, nous ne sommes pas gravitationnellement liés. À chaque bout du triangle, on envoie, on active les propulseurs et on envoie 1 mètre par seconde. C'est pas grand-chose, hein. On est dans des vitesses extrêmement faibles. Et on donne une impulsion d'1 mètre par seconde sur l'orbiteur pour faire le côté du triangle suivant. Et à 30 km, c'est ce qui est en train de se passer sur l'image, on se situe, on pense qu'on va être gravitationnellement lié. Il y a une inconnue là-dessus. Je vous ai dit que la densité a l'air de se confirmer, donc on est dans les barres d'erreur. La densité aurait été trop faible, eh ben, on n'aurait probablement pas été gravitationnellement lié. Et alors après, il y a toute une stratégie pour se mettre sur des orbites qui vont être de plus en plus proches, mais aussi pour observer la comète, soit depuis le limbe, soit depuis le terminateur, par en haut, par en bas, d'où des modifications d'inclinaison. À la masse, 10 milliards de tonnes. combien? 10 milliards de tonnes. 10 milliards de tonnes. Ce qui donne une densité de 0,4, ce qui était la valeur moyenne qu'on prenait pour les calculs. Donc on est dans un schéma qui est tout à fait nominal pour l'instant, et on prenait cette densité parce que les anciennes comètes avaient à peu près ce genre de densité. Mais on pouvait se retrouver, bon, ça c'est
C'est un petit peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors ça, c'était de l'humour, mais c'est vrai que les gens de l'ESOC nous disaient, bah, vous voyez, les orbites, c'est pas les orbites, c'est des pyramides, on fait des trucs comme ça, on fait des survols. Mais vous les avez vus, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Rosetta, c'est un gros engin de 3 tonnes, je l'ai déjà dit, bardé de 11 instruments. Ça vaut la peine d'en parler parce que on va vivre... faut pas oublier que Philae, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est Rosetta. Hein, n'oublions pas ça, parce que je ne peux pas vous garantir à 100% qu'on va se poser sur la comète. Et comme on ne sait pas très bien, moi je nous donne une chance sur 2. Ça veut dire qu'on ne sait pas, mais qu'il y a beaucoup de risques. Et donc, même si Philae échoue, on va avoir Rosetta. Et il y a énormément de redondance entre Rosetta et Philae. Il y a des spectromètres de masse qui vont collecter les grains, qui vont faire presque la même chose que ce que COSAC, spectromètre de masse, va faire avec l'analyse du matériel prélevé avec le forage et donc sur Philae. Donc COSIMA collecte les grains sur une cible très petite, à peu près quelques centimètres carrés, collecte des grains à des vitesses extrêmement faibles. Dans le cas de Vega et Giotto, la collecte ionisait le grain automatiquement. Vous aviez un champ électrique, c'est-à-dire un temps de vol, c'est-à-dire un spectromètre de masse, et derrière, vous aviez automatiquement la masse des ions par une spectrométrie de masse par temps de vol. J'espère que je me fais comprendre. Là, évidemment, le grain va se poser délicatement sur la cible, et COSIMA a un travail pas très simple. D'ailleurs, l'IAS à Orsay, et j'y étais à l'époque, a un travail de scan. On doit scanner cette cible pour trouver le grain. Les grains sont tellement petits qu'il faut le repérer et en X et en Y sur la cible. Et quand on a repéré un bon grain, c'est-à-dire bien gros, eh bien, on va tirer au canon à ion. On a un canon à ion et c'est le laboratoire d'Orléans, le LPC2E d'Orléans, qui a fabriqué le PIBS, donc ce canon à ion. C'est une source à pointe liquide. On espère il paraît qu'elle n'est pas oxydée. Donc la bonne nouvelle, c'est que COSIMA marche. C'était une inquiétude qu'on avait depuis 20 ans. Et pareil, donc on tire sur le grain et on va ioniser le matériau du grain. Et ensuite, on a un temps de vol et on va analyser la composition et la masse de ces grains. Et c'est là où on espère aussi avoir la composition du carbone cométaire à travers cette expérience. Le pendant de COSIMA qui s'intéresse à la matière solide, c'est Rosina. Et Rosina, c'est pareil, sauf que c'est pour le gaz. Et Rosina, c'est des spectromètres de masse. On les voit ici. Il y a plusieurs. Il y a un DFMS et un RTOF. RTOF, ça veut dire Rosina Time of Flight, ça veut dire temps de vol. Et un temps de vol, c'est un spectromètre de masse. Donc il y a plusieurs spectromètres de masse qui sont à bord. Et Rosina fonctionne également très bien. Le RTOF est ici, le DFMS est ici. Les caméras Osiris, c'est ça, vous avez déjà vu les images. Donc la NAC est ici, la WAC est là. Virtis, qui est un petit peu l'équivalent de Omega sur Mars Express ou de VIMS sur Cassini. Donc c'est de la spectro-imagerie infrarouge. C'est encore une coopération franco-italienne. Beaucoup le LESIA, un peu l'IAS pour la France. Donc qui va nous donner la minéralogie de la surface cométaire. Ça, c'est un grand radiateur blanc pour refroidir le détecteur. Cette face, Philae est sur la face froide. Donc Philae est un peu au froid. Il n'est jamais au soleil. Et ça, c'est donc un radiateur. Qu'est-ce qu'il y a, nous avons d'autres Giada qui mesure, qui sont des nappes laser qui vont détecter les grains qui vont passer à travers. Ça va nous donner un comptage de grains, un par un, avec des vitesses, des trajectoires et voir la taille du grain. Vous avez deux nappes laser, des lasers qui scannent, et puis dès que le grain passe au milieu, un peu comme les alarmes, ça déclenche et on a des signaux. Concert, c'est les antennes que vous voyez ici. Donc ça, c'est le radar. J'y reviendrai tout à l'heure avec Philae. Alice, c'est le spectromètre UV, qui est américain. Il y a une expérience américaine. C'est Alan Stern, le même que Horizon, New Horizon. Monsieur New Horizon qui a fait ce spectromètre UV. Et on a quelques Français comme Jean Huberto à bord. RPC, ça veut dire Rosetta Plasma Consortium. Donc c'est toute une série d'instruments, je ne vais pas les détailler, mais c'est pour orienter sur les plasmas. Miro, c'est un instrument extrêmement intéressant, c'est un instrument à micro-ondes. C'est la première fois qu'on fait voler un instrument micro-ondes, et c'est la première fois qu'on va avoir des résultats avec un instrument micro-ondes en planétologie. Et le LERMA, à l'Observatoire de Meudon, est un spécialiste des micro-ondes. Il était présent sur Planck, sur des missions comme ça. Et voilà, bon, je ne vais peut-être pas aller beaucoup plus loin dans la description.
Je reviendrai sur Philae tout à l'heure. Alors, là, c'est la même image, simplement, j'ai rajouté des ronds bleus là où la France était impliquée. Puis à la fin, je me suis rendu compte que j'avais mis des ronds bleus partout. En fait, les Français sont impliqués partout. À des titres plus ou moins importants, Concert, c'est français, Cosima, je l'ai dit, c'est Orléans qui a fourni. Sur Rosina, c'est plutôt l'IRAP à Toulouse. Mais il y a des instruments. Alice, on a fait des petites choses. On a fourni un réseau quand même. Osiris, je l'ai dit, c'est le LAM à Marseille. Mais Giada, je l'ai mis en petit parce qu'il n'y a que des corails scientifiques. Midas, c'est Annie-Chantal de Basserogo, qui est corail. Sur Rosina, je viens de le dire, c'est l'IRAP à Toulouse. Donc voilà. Donc en fait, les Français sont impliqués à peu près partout. Et j'en viens maintenant à ce que vous attendez depuis une heure maintenant, Churyumov-Gerasimenko. Vous voulez la voir? Ben voilà, je vais vous la montrer. Voilà les premières images de Churyumov-Gerasimenko. Et ça, cette image est assez amusante parce que c'est le fameux sursaut d'activité. C'est-à-dire qu'au début, c'est un point. Et puis tout d'un coup, on a un début de coma qui apparaît sur l'image. Et donc, il y a eu un sursaut. Alors, l'analyse scientifique détaillée, je ne l'ai pas. Et est-ce que depuis, ça s'est complètement calmé? Bon, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est très près de la comète. Et on sait qu'il y a des zones actives, vous allez voir. Donc, est-ce qu'on a vu le démarrage de l'activité de la comète? C'est pas impossible. Donc, en tous les cas, là, on se situe encore en juillet. Alors, un mot sur ce qu'on sait des noyaux cométaires. Bah, tout est là. 5, plus Churyumov, ça fait 6. La comète de Halley, ça, c'était 86, 70 mètres par résolution sur l'image. Donc, on voit pas grand-chose, on voit très bien les jets. Vous voyez cette brume un peu dont je parlais pour parler d'un smog pékinois. Là, on a vraiment une brume, c'était très poussiéreux, la comète de Halley. Borrelly, c'est Deep Space One qui a survolé. Will 2, c'était la collecte de grains, c'était Genesis. Temple 1, c'était Deep Impact, c'est là où on a créé une activité artificielle. Et enfin, Hartley 2, alors celle-là, elle est très, très intéressante, Hartley 2, puisque Hartley 2 a révélé une chose qui a vraiment surpris tout le monde, c'est que non seulement il y a du gaz, il y a des grains, mais on a trouvé des blocs de neige carbonique gros comme des ballons de basketball. Et ça nous fait un peu peur. Pour Rosetta, parce que si cette comète Churyumov émet des blocs gros comme ça, Rosetta est en danger. Et si c'est le cas, l'ESOC refusera de se rapprocher, j'y reviendrai, à 2,5 km pour larguer Philae. Donc, on n'aimerait pas que une comète comme Churyumov ait une activité de type Hartley 2. Ça serait extrêmement préoccupant pour les capacités de larguer Philae. Voilà, donc cette image, ça date du 14 juillet, même si, bon, on ne va pas y revenir là-dessus, mais on est mi-juillet. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma fille, qui n'est pas passionnée, je lui ai dit, ça c'est un pied de hobbit, tu as vu? Ça ressemble à un pied de hobbit. Et depuis, tout le monde parle de canard, bon alors on va dire que c'est un canard, avec la tête et le corps, et ça c'est, bon, ça a surpris tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que l'axe de rotation est stable. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'était pas du tout gagné d'avance, surtout avec cette forme-là, parce que si on avait une comète qui tournait avec un axe de rotation qui a une très forte précession, ça aurait beaucoup compliqué nos affaires. Bon, là, c'est un premier modèle 3D qui est sorti. Il n'est pas très beau, je trouve, donc je ne vais pas vous le montrer très longtemps. Virtis a commencé à faire des mesures, a trouvé une valeur moyenne. On était le 23 juillet. De moins 70 degrés. Et le résultat, c'est que ça veut dire que la comète n'est pas recouverte uniformément de glace. Bon, je dirais, on l'a vu assez vite dès qu'on a eu des images à plus haute résolution. Alors, quand on force sur les contrastes, eh bien, on voit qu'il y a un début d'activité. Donc là, la partie droite de l'image, il y a manifestement une activité sur cette comète. Et si on prend, pareil, là on est beaucoup plus près, vous avez la tête et le corps à droite et à gauche, et c'est pile poil au niveau du cou que se situe l'activité. Alors vous allez me dire, c'est là qu'il faut aller, bien sûr. Bon, malheureusement, c'est pas possible. On peut pas y aller, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on peut pas aller au niveau du cou pour diverses raisons. Alors au moment où ce type d'image était prise, les télescopes ont regardé, et d'ailleurs le font régulièrement, pour étudier l'activité de la comète à distance. La comète est pratiquement invisible, elle n'est pas du tout visible à l'œil nu, hein, c'est une magnitude très très faible.
On a enlevé toutes les étoiles parce que pas de chance, il y a un champ d'étoiles très important ici. Donc il y a une soustraction de 2 images pour avoir ça. Et la coma, c'est-à-dire la partie ronde ici, fait déjà 19 000 km. Ben, on est dedans, puisque nous, on est à moins de 100 km, 19 000. Et l'image date du mois d'août, si je ne me trompe pas, peut-être même début septembre. Alors, je vous disais que cette couleur blanchâtre au niveau du cou, c'est pas un effet de l'image, c'est qu'il y a manifestement quelque chose qui s'apparente, ou alors en tous les cas une fraction probablement de glace bien supérieure au niveau du cou par rapport à la tête et au corps de notre canard. Alors voilà un petit peu un long... on résume l'arrivée vers cette comète qui tourne toujours avec ses 12 heures et 20 minutes de rotation. Et voilà, au fur et à mesure on se rapproche. Au début on était vers 100 km et ensuite on est descendu vers 60. Alors la partie inférieure, si je puis dire, du corps a l'air très plat. Malheureusement il est pratiquement pas ensoleillé, donc il est totalement exclu. On ne peut pas se poser dessus et vous allez voir que les sites sont absolument pas sur cette partie-là. Alors après, on a commencé à avoir des images vraiment à couper le souffle et on voit toujours cette partie blanche très importante et voilà à quoi ressemble la comète. Elle est belle ou elle est pas belle, ça c'est une question d'appréciation. En tous les cas, elle est complètement chahutée. Ces ronds qu'on voit ici sont pas du tout forcément des cratères, hein. Personne ne parle de cratère encore, on n'en sait vraiment rien. Est-ce que ça c'est un cratère d'impact ou pas? C'est beaucoup trop prématuré. Néanmoins, il y a des variations morphologiques. Vous verrez une carte tout à l'heure. Les gens d'Osiris ont fait une carte morphologique il y a des zones très différentes. Cette zone est évidemment très différente de celle-là. Le cou est lui-même une accumulation de rochers, puisqu'on est dans un creux de gravité. Les rochers peuvent dévaler cette pente et celle-là. Et donc, on a une accumulation de rochers ici. Voilà. Bon, ça, c'est encore la zone intermédiaire entre la tête et le cou. Alors, cette image est très spectaculaire. Là, on voit bien les rochers qui sont... Cette image est à haute résolution. On peut un peu zoomer dedans avec ces rochers. Alors, là, on est à 2-3 mètres par pixel. Ça veut dire que les cailloux que vous voyez au fond, ils font 10-15 mètres. Hein. C'est des blocs énormes. Philae, je sais pas. On le verrait à peine. Philae fait 1 mètre à peu près. Donc, à cette résolution-là, Philae, c'est moins d'1 pixel. Donc, probablement très brillant par rapport à l'albédo, parce qu'il semblerait que l'albédo soit de 4%, ce qui est très faible, mais ce qui est conforme à l'albédo d'une comète. Donc, on a un matériau très sombre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Et toujours ces 2 parties. Alors, la question... Vous allez me demander, mais est-ce que ces 2 parties résultent du collage de 2 morceaux dans un schéma tout à fait possible, notamment Alessandro Morbidelli a beaucoup, et Patrick Michel ont beaucoup fait d'études sur l'aspect Hubble Pi. Ce qu'on appelle Hubble Pi, c'est le fait qu'il y a des chocs tellement violents dans la formation de ces petits corps qu'un choc trop violent casse le petit corps. Alors tout part dans tous les sens, et ensuite ça se réagglomère par blocs. La question, c'est est-ce que là, on a une réagglomération de 2 blocs? Ou est-ce que, autre hypothèse, toute cette zone ici aurait explosé? C'est une autre hypothèse. Et à ce moment-là, on a une grosse comète qui a perdu par une grosse explosion lors d'un passage précédent. Je vous rappelle que la période est 6,5 années, donc cette comète, elle est déjà passée souvent près du Soleil. Donc, est-ce qu'on a eu des effets d'explosion et en fait, on avait une grosse comète pleine et puis et on a perdu presque... toute la partie centrale. Pour l'instant, tout est ouvert. Quand Virtis va pouvoir comparer cette composition à celle-là, si on a des compositions très différentes, on va plutôt se dire que on pourrait être dans un schéma de type Hubble Pi. Mais bon, n'anticipons pas. Pour l'instant, les hypothèses sont tout à fait ouvertes. Voilà, ça c'est une autre image Alors, pour moi, ça c'est la dernière image qui est sortie d'Osiris. Celle-là est absolument époustouflante. On ne sait plus très bien où est le haut, où est le bas. On ne sait plus si c'est horizontal ou vertical. On a des crêtes de montagne ici qui sont incroyables.
Et quand on se promène par ici, on a des effets d'ombre où on voit bien les blocs, et on a une espèce de descente vertigineuse. Alors je dis descente, mais c'est peut-être que la verticale n'est pas du tout celle qu'on croit. Où est la verticale de ces surfaces? Attendons que les modélistes, ceux qui font la modélisation du champ de gravité, nous donnent la réponse. Mais je trouve cette image absolument étonnante. Vous imaginez que c'est pas très simple de se poser là-dessus. On est à quelle altitude? Là, cette image date de ce week-end, et on est à 50 km. Combien, 50? Oui, c'est ça. Ça, c'est une image Osiris-NAC. Parce que parfois, on ne sait plus très bien si c'est une image Osiris-NAC ou une image NAFCAM. Mais voilà. Et quand on commence à regarder, à faire de la géomorphologie, c'est très primaire, mais ça vaut ce que ça vaut. Donc, au premier plan, c'est le corps, et oui, c'est ça, ou l'inverse d'ailleurs. Et au deuxième plan, entouré de bleu, c'est la tête. Et donc, voilà. Donc, les gens d'Osiris ont délimité des zones sur un critère strictement morphologique. Il n'y a pas de minéralogie là-dedans. La minéralogie, on ne la connaît pas encore. Il faut attendre que Virtis sorte des specs. Pour l'instant, Virtis n'a peut-être fait des choses, mais il n'a encore rien dit. Donc, c'est strictement à la vue des images. Ils ont délimité des zones. Voilà. Donc, c'est un peu un objet d'étude. Et j'en arrive à Philae, pour terminer. La cerise, donc, sur un gros gâteau. Un gâteau de 3 tonnes. Alors, Philae, le schéma tel qu'il aura lieu le 11 novembre, c'est celui qui est représenté ici. On est sur une orbite qui doit être d'environ 10 km, et en fonction du site qu'on aura choisi, et patati et patata, on va envoyer une télécommande à Rosetta, et tout sera automatique. C'est-à-dire que la zone qui s'appelle manœuvre, où on va partir en ce que j'appellerais rascaillou, c'est-à-dire partir pour faire un survol à environ 2,5 km d'altitude, c'est la demande de Philae, hein, c'est d'être largué à 2,5 km. Alors pourquoi on ne veut pas être largué de plus haut? Parce que, comme je vous l'ai dit, la comète est beaucoup plus grosse, plus lourde, et donc la gravité est plus forte, et donc notre vitesse d'impact va être plus importante que Virtanen. Et la crainte, c'est que notre train d'atterrissage ne tienne pas le choc, et donc s'écrase. Et on aimerait bien ne pas trop casser du matériel. Je vous dirais, s'il est écrasé, si on est bien ancré dans la comète, on peut travailler. Mais on n'aime pas trop casser. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'être largué à 2,5 km d'altitude. Et plus on est largué bas, plus évidemment l'ellipse d'erreur sera petite. Aujourd'hui, l'ellipse d'erreur est de 1 km de diamètre. C'est énorme. Et l'ellipse d'erreur vient, pour l'essentiel, de l'incertitude de la trajectoire de Rosetta, compte tenu des perturbations liées à son activité, liées au gaz résiduel, liées à tout ça qui n'est pas bien connu encore maintenant. On espère que l'ESOC va pouvoir réduire cette barre d'erreur et donc avoir une ellipse qui descende à moins de 500 mètres, voire 300 mètres. Mais pour l'instant, on en est là. Et donc on fait cette trajectoire bleue en rascaillou, celle-ci, et à un moment donné, eh bien on largue Philae par l'arrière. C'est-à-dire on avance et on largue Philae pour que la vitesse de Philae, la vitesse horizontale de Philae, soit exactement la vitesse horizontale du point où il va se poser. Je rappelle, la comète tourne sur elle-même, donc elle a une vitesse horizontale. Donc il faut qu'on lui donne exactement cette vitesse, et il faut que les 3 pieds soient parfaitement parallèles à l'endroit où il va se poser 6 heures après. La trajectoire peut durer 6 heures, ce qui est énorme. Alors, petit détail, c'est pour ça qu'il y a écrit 9 heures, et c'est évident, mais je le dis, on va se poser le matin de la comète. Parce qu'on veut vivre une journée cométaire. Si on arrive et que c'est la nuit, ben, on a l'air un peu idiot. On va dire, excusez-nous, on va attendre que le soleil se lève. Donc, on va atterrir le matin, bien sûr. Donc, on aura environ 6 heures de matinée, pas de jour, peut-être 7, peut-être 8. On va, je vais déjà le dire, le site d'atterrissage, il ne sera pas 100% au soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a des expériences qui veulent avoir un cycle jour-nuit pour faire des mesures de constante thermique, pour voir comment le sol réagit au cycle diurne. C'est une information très intéressante pour savoir si c'est un sol rocheux et compact qui va avoir une forte inertie thermique, ou si on a un régolithe qui, lui, va se refroidir instantanément. S'il y a une couche de poussière, comme je dis souvent, si vous ne voulez pas avoir froid la nuit,
allez pas dormir sur la plage, mais allez dormir sur le rocher. Le rocher, il va rester chaud toute la nuit. Sur la plage, le sable, il va très très vite être froid. Donc c'est pareil. Là, dès que la nuit tombe, si vous avez une couche de poussière, le sol devient très vite froid. Et on va plutôt atterrir à l'équateur et pas au pôle, parce que on veut avoir cette alternance, et en termes de trajectoire, c'est préférable. Alors bon, là c'est un document de travail qui est d'ailleurs en mauvaise résolution, mais vous comprenez qu'on survole de la droite vers la gauche cette fois, et on largue Philae vers l'arrière pour ralentir sa vitesse, encore une fois, sa vitesse horizontale qui doit être nulle par rapport à la surface. Et ensuite, il descend comme une pierre. C'est une descente balistique. La seule chose que on a à bord, c'est une roue à inertie qui nous garantit que notre attitude, on veut pas que Philae se mette à tourner sur lui-même. Ça serait une catastrophe. Donc on veut que Philae conserve la même attitude par rapport à la surface. Mais on n'a rien d'autre, sauf que, et c'est écrit, descente thrust là, optional, il y a écrit. En fait, on a la possibilité d'actionner au sommet de Philae, on a un propulseur à gaz froid. Ce propulseur à gaz froid, il a une fonction vitale, c'est qu'au moment où on se pose, on va rebondir. Donc au moment où on se pose, automatiquement, le gravimètre qui détecte le contact actionne le propulseur pour nous plaquer au sol. J'y reviendrai. Mais on peut éventuellement activer ce propulseur au milieu de la descente pour finalement accélérer la descente et avoir une trajectoire plus tendue, c'est-à-dire une trajectoire qui sera plus courte. Mais à l'arrivée, on aura une vitesse importante. Donc, et comme on essaye d'être le plus robuste possible, on va éviter, tant faire se peut, d'activer ce système. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il marche. Et en plus, on n'a pas envie qu'il marche pour nous accélérer, et ensuite qu'il ne marche pas pour nous plaquer au sol. Alors là, ça serait une catastrophe. Donc on veut vraiment l'utiliser uniquement pour le plaquage final, et donc on ne veut pas trop... Voilà, donc là vous avez la face supérieure de Philae, le propulseur il est ici, et là vous avez des tas de panneaux solaires, parce que, j'y reviendrai, Philae a une perspective de longue durée, donc avec une énergie solaire. Et ça, c'est 2 systèmes d'antennes plates. Ah ben vous ne le voyez pas, c'est tellement sombre. En fait, c'est des antennes plates, on le verra tout à l'heure, pour communiquer avec Rosetta. Donc là, sur l'image, en fait, on vient de larguer Philae, en fait. On voit la comète entre Philae et Rosetta. Et après, voilà, donc Philae descend, ça c'est des images de l'ESA, bien sûr. Et alors, au moment où on se pose, je l'ai dit, on active le système anti-rebond, et simultanément, vous le voyez un petit peu en rouge, en dessous, il y a deux harpons rouges, 2 pour des histoires de redondance encore, qui doivent être activés avec des pyros. Et les harpons, je crois que je l'ai mis là, le harpon, bon, vous le verrez tout à l'heure. Le harpon, c'est une espèce d'hameçon qui va s'enfoncer dans le sol, et ensuite on tend un câble, et on s'accroche au câble. Mais on ne sait pas si le sol est dur, on ne sait pas si le sol est mou. Donc je crois que le câble fait jusqu'à 3,50 m, donc on peut aller jusqu'à un sol très mou, mais on peut être sur un sol très dur. Donc l'important c'est qu'on s'accroche. On verra tout à l'heure, il y a aussi des vis au bout de chaque pied du train d'atterrissage. Ces vis ne sont pas vraiment... c'est du vissage naturel, c'est-à-dire que c'est au moment où on se pose que la vis va s'enfoncer dans le sol en tournant. On espère que ça va nous tenir un petit peu, mais bon, c'est probablement pas extrêmement efficace. Par contre, ça évitera le dérapage latéral. C'est surtout les harpons qui doivent nous tenir au sol. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Philae fait 100 kg, mais sur la comète, Philae va faire quelques grammes. Ça veut dire qu'au moment où le drill va toucher le sol, c'est Philae qui va se soulever. D'où la nécessité d'avoir les harpons qui nous ancrent. Sinon, on va retrouver avec Philae au-dessus de la surface. Bon, là vous voyez des surfaces cométaires. Bon, celle-là est particulièrement, je pense, peu représentative de ce qu'est une vraie surface cométaire. Et bon, ça c'est une image qui est assez ancienne. Mais on voit cette espèce de smog, de poussière. Alors oui, ça c'est juste pour vous montrer, c'est la dynamique de l'atterrissage en 6 images. Donc c'est pas un film malheureusement, mais je vais vous le faire à la main.
Donc voilà à quoi ressemble un atterrissage avec rebond. On n'est pas à l'abri d'avoir ce type de rebond en gravité extrêmement faible. Et une autre particularité qu'on ne voit pas ici, c'est que cet axe vert est un amortisseur. Et donc au moment où on se pose, toute la caisse qui est l'essentiel des 100 kg va s'enfoncer pour amortir le choc à l'atterrissage. En fait, c'est un engin très sophistiqué. Un peu trop à mon goût, c'est du design allemand. Le train d'atterrissage est très complexe, Philae tourne sur lui-même, il peut même s'orienter. Enfin bon, tout ça, on n'était pas très content au début parce qu'on trouvait que c'était trop compliqué. Je peux vous dire, le train d'atterrissage a failli ne jamais voler parce que le concepteur, M. Rosenbauer, n'arrivait pas à le faire. Donc il a fallu que l'ESA fasse fabriquer un train d'atterrissage de secours plus simple. Bon, et finalement, il l'a livré en temps et en heure, et c'est bien celui-là. Donc tout ça est très complexe, mais maintenant qu'on est là, on va essayer d'utiliser. Voilà à quoi ressemble le harpon. Et la partie ancrage, donc c'est un hameçon, quoi, voilà. Alors si c'est extrêmement mou, malheureusement, ça pourrait ne pas tellement bien s'accrocher. Ça, on verra. Et voilà les vis du train d'atterrissage dont je vous parlais, et celles-là, c'est naturellement qu'elles vont s'enfoncer dans le sol. Alors les pieds bleus, verts, un peu, que vous voyez en bas, ça c'est bon, c'est un effet mécanique, mais c'est aussi c'est des sondes de température. Donc cet engin est extrêmement instrumenté, puisqu'il a 10 expériences à bord, c'est très complexe, trop à mon goût, je vais arrêter de le dire. Mais voilà, il y a 10 expériences à bord, et tout ça, si ça marche très bien, évidemment, ça sera pour le grand bénéfice des scientifiques. Alors là, vous voyez bien les harpons, qui sont les 2 points rouges. Donc la tige, c'est le drill, et le drill, c'est l'Italie qui a fait ce drill, c'est le même, c'est presque le même que celui d'ExoMars, sauf que nous, on n'a qu'une tige. On ne va pas rabouter des tiges pour descendre à 2 mètres, on a une tige qui fait, je crois, un peu plus de 50 cm, peut-être 60-70. En gros, on espère forer à une vingtaine de centimètres. On ne sait pas très bien où sera le sol, parce que si le sol est tout mou, on va se retrouver tout près du sol. S'il y a un creux sous le train d'atterrissage et que le sol est dur, on espère qu'on pourra toucher le sol. Donc on a une petite marge de manœuvre, mais elle n'est pas très très importante. Là, vous avez à gauche une des antennes de Concert. Et donc Concert, c'est un instrument qui est sur les deux engins. Donc voilà les antennes plates de communication. Et ça, c'est une fourniture du CNES. Là, on voit les caméras panoramiques il y en a sur chaque face, tout autour, et une double caméra, donc stéréo ici. On aura un champ de 60 degrés stéréo et le champ complet 360 degrés du paysage, qui j'espère va être très beau. Ça, c'est une sonde MUPUS, je crois, si je ne me trompe pas. C'est pour faire des mesures, justement, c'est ce type d'instrument qui souhaite un cycle jour-nuit pour mesurer comment le sol se refroidit, se réchauffe. Ça, c'est un instrument que vous connaissez bien, puisque c'est un APXS, le même que sur Sojourner, sur Opportunity, il y en a même un sur Curiosity. C'est un APXS. Donc on a des systèmes qui se déploient, et l'une des stratégies qui est en œuvre, ça c'est un magnétomètre en haut qui se déploie également, et ça va être de savoir si on va autoriser le déploiement de ces appendices, parce que dès que les appendices, par exemple MUPUS, s'est planté dans le sol, on ne peut plus tourner. Or, on a la capacité de tourner sur notre axe, et la question qu'on se pose, et qu'on va se poser au vu du premier panorama qu'on aura, c'est est-ce qu'on considère que ça va, ou est-ce qu'on estime qu'on est dans une position qui est absolument pas favorable, et est-ce qu'il faut absolument mettre les panneaux solaires vers le soleil. Vous voyez qu'on a 4 faces, le sommet, mais la face du drill n'a pas de panneau solaire. Donc si cette face se retrouve face au soleil, c'est la pire des configurations. Donc on veut avoir le dos vers le soleil pour avoir le soleil qui va passer tout le long à l'est, au sud et à l'ouest, si on est à l'hémisphère nord, bien sûr. Donc il va se poser une question, et c'est la seule opération qui va se produire sur Philae. Rien que celle-là est très complexe à mettre en œuvre. C'est est-ce qu'on tourne ou est-ce qu'on tourne pas. C'est à peu près la seule action qu'on aura pour la première séquence de Philae. Alors, parce qu'en fait, il y a 2 séquences. Philae a deux vies. La première vie, c'est, aujourd'hui, le chiffre, il y a 10 ans, on disait qu'on allait vivre 5 jours. Bon,
Aujourd'hui, le chiffre, c'est 2 jours et demi. Vous allez me dire, on a perdu la moitié. En fait, c'est qu'on a pris des marges et on ne sait plus très bien. On a une pile. Et cette pile, elle contenait 1300 Wh. L'avantage d'une pile par rapport à une batterie, c'est que ça contient beaucoup plus d'énergie par kilo embarqué. La batterie de votre voiture, c'est très lourd. C'est rechargeable. La pile, c'est pas rechargeable. Par contre, on peut mettre beaucoup plus d'énergie dans une pile. D'ailleurs, les piles spatiales sont des piles très dangereuses qui peuvent exploser tellement elles sont pleines d'énergie. Donc la pile fait 1000 Wh. Par 1300 au départ, on se dit qu'on a perdu 30%, on doit avoir 1000 Wh. Et ça va faire ce qui s'appelle la first science sequence de 2 jours et demi, qui va être automatique et qui va répéter une séquence avec probablement 2 forages. Et puis tout le reste, panorama, APX16 va tourner, Mupus va fonctionner, Romap va, etc. Enfin, toutes les expériences vont fonctionner, mais on va avoir 2 forages, 2 échantillons, et à chaque fois les échantillons vont aller dans les instruments de type spectrométrie de masse qui s'appelle COSAC ou Ptolémée qui est un autre spectromètre de masse, on verra tout à l'heure. Et on va jusqu'à épuisement de la pile. Et quand la pile est épuisée, la first science sequence s'arrête. Et petit détail, Rosetta considère que Rosetta n'est plus... Nous sommes prioritaires au moment de ces 2,5 jours qui vont démarrer le 11 novembre. Donc du 11 novembre au 12, 13, 14, le 14 novembre, peut-être 15, on verra. Donc dès que cette séquence-là est terminée, Philae va pouvoir revivre grâce à ses panneaux solaires pour charger cette fois une batterie. Mais cette batterie, elle ne pourra nous charger que 100 Wh. C'est-à-dire le 10e de la pile. Donc on aura, et il faudra probablement une semaine pour charger la batterie. Donc on pourra, à l'échéance typiquement de la semaine, faire fonctionner une expérience à la fois. Et en plus, on est plus prioritaire par rapport à tous les instruments de Rosetta. Donc, de temps en temps, une télécommande sera envoyée à Philae et on lui dira, vas-y, fais un forage, mets l'échantillon dans le COSAC, et je pense que rien que ça va épuiser totalement la batterie. Et ensuite, voilà, vous avez compris. Et ça, c'est la long-term science qui pourrait durer jusqu'au mois de mars. Donc, on pourrait comme ça tenir novembre, décembre, janvier, février, mars. On pourrait tenir 5 mois. Alors, la question qui vous brûle les lèvres, c'est pourquoi mars? En fait, la réponse, c'est que, et ça m'a beaucoup étonné, mais c'est ce qui m'a été dit par M. Ilamec, c'est que Philae devrait mourir de chaud. C'est bizarre, une comète, c'est très froid, hein, c'est de la glace. Mais non, on va mourir de chaud. Donc, mars, c'est au moment où on sera à une certaine distance du Soleil, où la température sera telle où on devrait mourir. Bon, à mon avis, on ne mourra pas si vite, mais on devrait pas atteindre le périhélie. Bon, alors là, c'est un schéma très compliqué. Vous voyez des F. F, ça veut dire France. D, ça veut dire Allemagne. Donc, c'est essentiellement du franco-allemand. Donc, les 2 expériences françaises, c'est les caméras Shiva et Concert. Les Britanniques, c'est Ptolémée. Donc, alors, Ptolémée, c'est quoi? COSAC, c'est un spectro de masse classique, hein, GCMS, gaz chromatographie mass spectrométeur. C'est ça qui va nous mesurer tout ce qui est volatile et notamment la composante organique devrait être obtenu par COSAC. Si COSAC ne fonctionne pas, c'est quand même une grosse perte. Alors Ptolémée est un autre spectromètre de masse, mais qui va faire une chose assez curieuse, qui va faire de la combustion. Ça veut dire qu'on va cramer l'échantillon, et on va transformer tout le carbone en CO2. Donc on perd la composition chimique, moléculaire. Par contre, tout ce CO2 va nous permettre de mesurer C12O2 sur C13O2, par exemple. Donc on va mesurer les rapports isotopiques C12, C13 à travers C12O2, C13O2 par spectrométrie de masse. Donc c'est ça, et on fera différentes mesures isotopiques, mais Ptolémée perd totalement les molécules et donc la composition moléculaire. La PX16, bon, vous savez ce que c'est de l'analyse élémentaire par une source radioactive. Concert, c'est le sondage. Rollis, c'est la caméra de descente. Il y a donc, ça c'est le résultat un peu politique de l'arrivée des Français sur Philae. C'est-à-dire que nous, on est arrivé avec le panorama et les Allemands avaient déjà prévu une caméra de descente. Donc le compromis, c'est que les Allemands ont maintenu leur caméra de descente et nous, on a rajouté nos caméras panoramiques. Et Sésame, qui est une mesure géophysique, ainsi que Mupus. Dans Sésame, il y a... alors je ne sais plus où est... C'est Romap, je crois, qui
où il y a oui, c'est Romap, où il y a un magnétomètre. Donc on va mesurer, voir s'il y a un champ magnétique sur la comète. Et MUPUS, donc c'est des mesures de constante diélectrique, de mesures thermiques, des mesures de géophysique, typiquement. Bon, là, on retrouve à peu près tout le monde. SD2, c'est le drill, mais vous avez la même suite. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est un outil de travail, mais vous avez les champs des caméras de Shiva. Donc, encore une fois, seul ce champ-là est stéréo sur cette face, et vous avez une caméra qui va donner ce champ-là, la caméra ici, là, un autre champ, etc. Et on va avoir un champ complet de 360 degrés. Et c'est ça qu'on devrait voir à la Cité des Sciences quand le panorama sera diffusé sur le net et pour le monde entier. Donc évidemment, ça sera la grande surprise et la grande attente surtout de Philae. Bon, le drill, c'est l'Italie qui a fabriqué ce drill, qui s'appelle SD2. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu en plus, en simplifié, c'est un petit peu la version simplifiée du drill d'ExoMars, avec essentiellement une tige. Et alors c'est une tige, et au bout de la tige, il y a un système pour attraper l'échantillon au bout de la tige, donc il y a quand même un mécanisme un peu compliqué. Et ensuite, en gravité nulle, c'est très complexe. Comment on met cet échantillon dans un petit four? On ne peut pas le laisser tomber. Donc il faut vraiment qu'il y ait des systèmes, on se prend les choses par la main, sinon, si vous le mettez sur un support, au moindre choc, pouf, l'échantillon il s'envole. Donc il sort de votre support. Donc vous ne pouvez rien faire sans tenir réellement l'échantillon. Donc voilà, la manipulation de l'échantillon en gravité quasiment nulle, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors, CONCERT, c'est ces fameux radars français qui a été fait historiquement par le service d'aéronomie, qui s'appelle le LATMOS aujourd'hui, mais c'est Kaufmann à Grenoble qui en est le responsable scientifique. C'est un cas sans précédent, qu'un laboratoire fait une expérience pour un membre qui n'est pas du laboratoire. Ça, je ne connais pas beaucoup d'expériences comme ça. Donc le principe, c'est que l'orbiteur envoie une onde, cette onde traverse le noyau. D'ailleurs, j'ai une image, voilà. Là, bon, cette partie bleue qui n'est pas très jolie, c'est en fait la coupe du noyau. Donc le principe, c'est que l'orbiteur tourne autour de la comète et émet une onde radar qui passe à travers le noyau. Philae la reçoit, la réamplifie, c'est un transpondeur, et la renvoie. Mais entre-temps, ce qu'il faut imaginer, c'est que l'orbiteur, lui, il tourne. Donc en fait, on fait une coupe. Et comme ensuite l'orbiteur et la comète vont tourner eux-mêmes, on va faire comme ça toute une succession de coupes, ce qu'on appelle une tomographie. On va faire une grande succession le but étant de connaître l'histoire de la comète, l'histoire de sa formation, savoir si c'est un Hubble pie, c'est-à-dire une accumulation de blocs qui sont collés à vitesse lente, ou si c'est un intérieur très homogène, constitué de petits grains. Évidemment, c'est deux histoires différentes pour la comète, qui sera très important. Alors, les sites d'atterrissage. Donc, les sites d'atterrissage, ça se passe le week-end. Vous allez me dire pourquoi? Le week-end, tout le monde est disponible, c'est bien, personne ne travaille. Donc ça s'est passé, moi j'étais en vacances, donc j'y étais pas. C'est pas bien de dire ça, hein, mais c'est vrai. J'étais en plus dans un endroit très compliqué pour atteindre Toulouse. Ça s'est passé à Toulouse parce que c'est à Toulouse que, à travers le SONC, au CNES, qu'on s'occupe de cette question. Et il y avait quand même 60 personnes. Donc c'est beaucoup de monde. Les gens de l'ESOC, les gens de Philae, les responsables des instruments, notamment d'Osiris, pour les images, les gens de Virtis, etc. Et on va se retrouver ce week-end. Donc je pars demain soir, à nouveau le week-end, samedi et dimanche, on sera même 70 ou 80. On aura les données de Virtis, les données d'Osiris, y compris, toutes les données disponibles seront montrées, pas au grand public, mais montrées pour l'équipe. Et le principe, ça a été de déterminer, ça c'était le 23 août, donc 5 sites d'atterrissage. D'où les lettres bizarres A, B, C, I, J. C'est pas un classement, c'est simplement que le D, le E, le F, ils ont été éliminés. Il y en avait 10, puis il y en a 5 qui ont déjà disparu. Et c'est parmi ces 5 sites que on va devoir choisir le week-end prochain le site d'atterrissage nominal et son backup. Au cas où les OC disent, attendez, on a un problème, on ne peut pas aller là finalement. On aura un backup, on aura une solution de secours. Alors, voilà les 5 sites
correspondants, donc il y a les lettres A, B, C, J, et vous avez chaque image du bas, c'est la taille de l'ellipse d'erreur. Donc aujourd'hui, notre ellipse d'erreur couvre tout ça. Et cette image que je suis en train de vous montrer, c'est des blocs de 10 mètres au milieu. Si on tombe sur le bloc, on est probablement mort. Et on a probablement des falaises qui doivent faire 30 ou 40 mètres de haut, là. Donc évidemment, si on tombe sur le flanc de la falaise, on va avoir du mal. Donc c'est compliqué. On vit dans un monde compliqué. Et alors, quels sont les critères? Les critères, bien évidemment, c'est la planéité, parce que on n'est pas capable de viser à mieux que le kilomètre aujourd'hui, peut-être un peu mieux tout à l'heure. Premier critère. Deuxième critère, c'est le fait qu'il existe une trajectoire possible, avec des contraintes liées à la trajectoire de l'orbiteur lui-même. Or, tout n'est pas accessible. Notamment, je crois que le coût n'est pas accessible. C'est surtout lié au troisième critère. Le troisième critère, c'est qu'on veut que le paysage soit dégagé. Parce que on veut que Rosetta soit le plus longtemps dans le ciel pour communiquer avec Philae. Si on se retrouve entre deux montagnes, on verra Rosetta très peu de temps. Et donc, on va avoir des problèmes de communication. Et ça explique pourquoi il n'y a aucun site dans le coup. Parce qu'on se retrouverait vraiment au creux d'une vallée. Et ça, c'est pas possible. Troisième critère. Alors, le quatrième critère, oui, il y en a un, je ne l'ai pas dit dans la trajectoire, c'est qu'il faut que la durée de la descente soit la plus courte possible. Pour deux raisons. La première, elle n'était pas évidente, c'est que la pile commence à consommer pendant la descente. Et Concert va fonctionner pendant la descente. Donc évidemment, on veut faire des choses. Rollis va fonctionner pendant la descente, puisque c'est la caméra de descente. Mais on ne veut pas non plus vider notre batterie, notre pile, pendant la descente. Donc il ne faut pas non plus que la descente soit trop longue. Une descente de 12 heures serait beaucoup trop importante. Donc aujourd'hui, au-delà de 6 heures, ça commence à être un peu long. Après, on peut se dire que s'il y a des risques d'attitude, plus ça sera long, plus ça sera dangereux, et plus l'ellipse d'erreur va être grande. Donc voilà, ça c'est pour la durée. Et alors là-dessus, il y a un autre critère qui lui est scientifique, c'est d'ailleurs l'un des lead scientists, c'est Bibring qui l'a très vite mis en avant, et je crois qu'il a tout à fait raison, c'est de dire, ayons au niveau du site d'atterrissage la plus grande diversité de terrain. Je dirais visible par la caméra Shiba, et Rollis pendant la descente. C'est-à-dire que il vaut mieux qu'on ait un terrain pas trop homogène, mais qu'on ait une diversité, parce que la diversité est plus riche et scientifiquement plus intéressante que si on avait un terrain trop monotone. Bon, je dirais l'exemple, c'est le site d'Opportunity, quand on voit ce champ de plaine, enfin de poussière, où Opportunity a mis un an à descendre, c'était boring, comme disent les Américains. C'était très ennuyeux, il ne se passait rien, donc on veut avoir de la diversité. Voilà, donc ça c'est encore une image à haute résolution d'un des sites avec ces blocs. Alors là on pourrait se dire, mais on dirait que c'est le fond d'un lac. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu d'eau liquide sur une comète. Il n'y a jamais eu d'atmosphère. Alors pour de l'eau liquide, il faut de l'atmosphère. Hein. L'eau n'est pas stable sous vide. Donc c'est un effet de la résolution d'image. Cette image est probablement était encore à 4 mètres par pixel. Donc, ce qui s'apparente à une surface un peu ondulée, comme un fond de lac, n'est probablement pas ça du tout. Quant à cette ride ici, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il y a des choses encore très mystérieuses. Alors, moi, j'aime beaucoup cette image parce qu'elle est prise en ombre rasante. Vous la voyez pas très bien, malheureusement, mais les ombres montrent le relief. Et c'est là où on a pu établir que sur cette comète, il y a des falaises de 100 mètres de haut. Donc c'est quand même un endroit pas extrêmement simple pour se poser, et ça se voit assez bien sur l'image. Bon, ça c'est encore un site. Voilà, ça c'est ma dernière image, et c'est juste pour vous rappeler que tout ça, cet événement-là, c'est le 11 novembre. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez rentrer, il faudra peut-être arriver un peu tôt, ou alors vous allez vous retrouver dans le hall, le carrelage est un peu froid, et prenez un coussin, parce que vous allez être assis par terre. Mais sur Huygens, on avait 2000 personnes, donc il y aura peut-être aussi 2007 personnes.
Et pour terminer, juste l'image qui est sortie aujourd'hui, c'est Shiva, qui a refotographié les panneaux solaires. Bon, la caméra est fixe, hein, évidemment, c'est la même. Mais la comète était dans le champ, c'est étudié pour. Et donc, en fait, c'est un montage de 2 images de Shiva. C'est pas, on n'a pas triché. Mais l'une, c'est pour ça que les panneaux solaires sont très surexposés par rapport à la comète. Donc, on a modifié les expositions pour voir la comète. Voilà, je vous remercie. Bravo et merci Francis. Vous savez tout sur la comète maintenant et sur la mission Rosetta. Donc si je comprends bien, Philae, c'est la Mercedes. C'est la Mercedes des atterrisseurs, puisque ce sont nos amis allemands pour la majorité des... J'aimerais beaucoup que ce soit la Mercedes au point de vue robustesse. Oui. Au point de vue robustesse, oui, on en a besoin. On pourra faire d'ailleurs un pari sur les lieux d'atterrissage, comme je le disais tout à l'heure au dîner. Moi, je parie sur C comme principal et A en backup. Vous ferez votre propre choix et puis on verra. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On voit que il faut marche bien. Qui a le bras? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les 2 jets de gaz ionisés et de poussière ont 2 orientations différentes? Ah oui. Oui, ça c'est... c'est simplement que les poussières, le gaz, quand le gaz est neutre, le gaz est émis à des vitesses relativement faibles par rapport au noyau, et donc le gaz se retrouve dans l'acoma, c'est-à-dire la boule qui est ici. Mais le Soleil ionise le gaz. Dès que le gaz devient ionisé, la molécule s'ionise, elle est immédiatement embarquée dans le vent solaire, qui se promène à des vitesses de l'ordre du million de kilomètres heure. Donc ces ions ont des très grandes vitesses, c'est pour ça que les queues d'ions sont d'une part rigoureusement antisolaires, d'autre part en général très fines et très fines et relativement droites, parce que la vitesse des gaz est très importante. Les poussières, ça a une inertie, c'est plus lourd, et les poussières sont poussées par la pression de radiation. Donc les poussières, c'est beaucoup plus lent, et dans la comète Machnow, ça c'est de la poussière qu'on voit ici. Et à ce moment-là, c'est voilà les poussières la queue de poussière est toujours une queue courbe qui au début est antisolaire et puis qui s'incurve dans le sens opposé à la trajectoire de la comète. Voilà, ça explique pourquoi les 2 queues sont pas parallèles. J'ai une question là, mais avant de passer la parole à Xavier qui va durer quelques minutes, moi j'ai une petite question sur les dessurages. Je suis quand même très intéressé par les dessurages et la comète Hartley m'avait laissé penser que l'eau des comètes c'était l'eau terrestre à peu près, mais d'après le graphique c'est pas tout à fait vrai. Est-ce que cela pourrait venir du fait que ces différentes comètes dont on a pu mesurer les dessurages proviennent d'endroits très différents dans le système solaire ou pas? Alors bien évidemment, c'est un petit peu ce qu'on voudrait démontrer ou trouver la corrélation pour vérifier cette hypothèse. Si c'est ça l'hypothèse, je dirais déjà on aura fait un gros progrès. Mais ça risque d'être encore plus compliqué que ça. Le fait que la comète, le Churyumov ait un dessurage qui est très différent de Hartley, a encore troublé tout le monde. Donc c'est pas si simple que ça. Mais l'expérience montre avec les rapports isotopiques que dès que la mesure est faite, alors qu'on attend beaucoup du résultat de la mesure, dès que la mesure est faite, on s'aperçoit que c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pense. Les dessurages, c'est pareil. Il y a des tas sur Terre, le dessurage peut varier beaucoup, sur Mars aussi, en fonction d'un cycle de condensation-sublimation de l'eau. Donc il y a des tas de mécanismes qui peuvent faire varier le dessurage, notamment quand il y a un changement de phase. Les changements de phase sont sensibles à la masse. Ok, justement à propos du dessurage, il y a notre ami Nicolas Biver qui est là, qui peut se lever, Nicolas, qui est un grand spécialiste
justement des comètes et qui a beaucoup travaillé sur le détirage. On le salue, c'est très content, on est très content qu'il soit parmi nous. Donc, Xavier. J'ai deux petites questions. La première, c'est n'est-il pas très dangereux d'envoyer un harpon, hein, parce que par réaction newtonienne, le fil d'air risque de repartir vers le. Puis après, ça, la deuxième question, c'est qui va porter un petit dans le sens de celle Jean-Pierre, c'est est-ce que l'on pourra savoir si finalement le système solaire il vient de 2 ou de 3 supernovas grâce aux analyses isotopiques que va faire Philae? Alors, bon, la première question, il ne faut pas oublier qu'on tire les harpons au moment où le propulseur à gaz froid est actif. Donc ça contre la réaction. Et en plus, on est dans une phase où on est en train de s'écraser sur la comète. Donc finalement, ça nous ralentit. Tout est un problème de timing. Mais si le timing est correct, le harpon, il va plutôt dans le sens de ralentir l'atterrissage. Alors quant aux 2 ou 3 supernovas, bon, je ne sais pas si Nicolas Biver a des choses à dire sur le sujet. Moi, j'ai tendance à dire que, a priori, en tout cas, le dessurage n'a rien à voir là-dedans, c'est clair. C'est assez compliqué et je ne suis pas sûr qu'on pourra répondre à cette question avec l'étude des comètes. Je pense que c'est pas tellement le sujet central. On va pas pouvoir arriver à ce type de message. Mais c'est un sujet que je connais assez mal, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais à mon avis, non. Mais bon, je peux me tromper. Gilles a une question. Vas-y. Oui, alors d'abord, signaler que Nicolas Biver sera parmi nous à la Cité des Sciences, évidemment, parmi les grands spécialistes dont je parlais tout à l'heure. Alors la question s'adresse à Nicolas et à Francis, du coup, parce que Nicolas est dans la salle, je ne l'avais pas vu. Moi, je suis quand même surpris sur les 6 comètes que tu as présentées, en fait, les 6 noyaux. Il y en a 4, a priori, qui sont des noyaux, on va dire, un noyau multiple, de lobes ou plus. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant. C'est pas vraiment une question, mais c'est au moins une remarque. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la communauté scientifique, on peut parler du fait qu'on puisse penser, il y a une thèse qui dit qu'effectivement c'est peut-être un amalgame, une autre thèse qui dit que c'est au contraire une extrusion pour le coup, hein, la partie centrale. Voilà, 4 sur 6, c'est quand même pas... Oui, alors, c'est pas le hasard. Je pense qu'il y a bon, d'abord, on a une statistique sur les comètes qui est assez faible, hein, donc un peu compliqué. Et sur les astéroïdes aussi. Plus le fait que sur les astéroïdes, quand je vous ai montré Itokawa qu'on ne voyait pas, on n'en a qu'un qui est minuscule et qui est effectivement bilobé. Mais dès qu'un astéroïde devient gros, c'est plus le même sujet. Bon, je dis pas qu'il y a des effets de... On sait qu'à 400 km, c'est complètement sphérique. Donc, de toute façon, tout ça va se rapprocher de la sphère en grossissant. Donc, or, on n'en a qu'un qui est minuscule, c'est Itokawa. Les autres sont quand même... bon, quand on regarde Lutetia, 120 km, de toute façon, il n'était pas question de trouver deux lobes sur un astéroïde de 120 km. Je crois que personne n'y croit. Alors, ceci, pour les astéroïdes, on s'aperçoit aussi qu'ils sont souvent binaires. Donc, ils ont souvent un petit corps qui tourne autour. Et cette proportion est plus importante qu'on pensait. Bon, je ne sais pas si Nicolas veut rajouter quelque chose. Merci pour votre présentation. Je prends le thème d'interrogation de Jean-Pierre Martin sur le rapport isotopique deutérium-hydrogène. Il semble que les comètes météorites sont plus fortement soumises au bombardement cosmique. Et le bombardement cosmique, il me semble qu'il enrichit particulièrement en éléments légers deutérium, lithium, beryllium. Et que ça n'expliquerait pas le fait qu'il y ait 3 ou 4 fois plus de deutérium que sur Terre, où la force est relâchée et se décomposer pour retourner avec le bombardement. Merci. Oups. C'est pas grand mal. Merci de rapporter. Enfin, je ne vois pas le lien entre l'enrichissement en éléments légers et le rapport dessurage. C'est vrai qu'il y a un bombardement, notamment par le vent solaire, mais à ce moment-là, c'est du rapport dessurage solaire qui arrive tant sur la comète que sur la Lune. D'ailleurs, c'est de l'implantation du vent solaire, donc oui, qui est
qui est de l'hydrogène implanté dans la comète, mais je pense que par rapport à la quantité d'eau qu'on a sur une comète, je pense que c'est négligeable. L'implantation par les ondes du vent solaire. Donc, difficile de répondre. Une question encore. Je fais juste aussi une remarque. Je voudrais qu'on remercie le CNES et la SAF pour la quantité de documents qui nous ont fournis et que vous avez trouvés à l'entrée. Il n'y en a peut-être plus d'ailleurs maintenant. Qu'est-ce qui voulait poser une question? Alors, étant donné la distance qui nous sépare de la comète, il est probablement impossible de procéder à cet atterrissage en le contrôlant depuis la Terre. Donc, l'opération va se faire d'une façon complètement autonome. Et les images qu'on va recevoir, ce seront simplement des images qui permettront de compter les coups. Donc, Bien sûr. À partir de quel moment le go sera envoyé depuis la Terre pour dire voilà, on y va et on part sur tel site et puis alors, il va être donné le go, c'est cette fameuse, voilà. Je crois que ça va être donné au moins 15 jours, 3 semaines avant le 11 novembre. Oui, ça doit être c'est peut-être mi-octobre, la fameuse date. Il arrive un moment, je crois que ça doit apparaître ici. Il n'y a pas la date précise. Il y a c'est moins 30. Ouais, c'est de l'ordre d'une trentaine de jours, un peu moins. Là, on doit donner et à l'ESOC toutes les informations concernant le site, la trajectoire, etc. L'ESOC les aura d'ailleurs calculé aussi la trajectoire de leur côté. Et d'ailleurs, il y a écrit Go Landing Site 1 ici, là, ici. Et là, on est mi-octobre. Donc c'est cette date-là qui est la date ultime. Alors il y a une particularité, c'est que à partir du moment où on a téléchargé, et si on ne donne pas un ordre d'annulation, on peut toujours le faire, hein, mais bon, à partir du moment où on a lancé la séquence, et ça va être vers le mi-octobre, on n'aura pas droit à un deuxième essai. C'est-à-dire, de toute façon, si notre mécanisme de largage ne fonctionne pas, ça peut arriver, on a un backup. Ce backup, c'est un ressort assez primaire qui nous largue à 17 cm par seconde. Celui-là, il est figé. Alors que le nominal, on est entre 0,1, c'est-à-dire 10 cm et un peu plus de 50 cm par seconde. Vous voyez que c'est des vitesses très très faibles, tout ça. Et d'où un débat qui n'en finit pas et qui n'est pas fini actuellement, qui est de dire on voudrait contraindre la trajectoire pour être largué nominalement à 17. Parce que si c'est le backup, on sera sur la même trajectoire. Mais ça contraint trop. Là, on devient... les OC commencent à nous dire, écoutez, vous êtes gentils, mais vous êtes trop contraignant, on ne va pas y arriver. Donc, vous êtes largué à 25. Et si on est largué à 17, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on regarde où on va tomber. Donc, on a un espèce de deuxième site. On va avoir une trajectoire plus... ça dépend de la géométrie. On va arriver ailleurs. Et il faut s'assurer que cet ailleurs soit déjà sur la comète. Oui. Je rappelle quand même que Hayabusa a largué un petit atterrisseur sur Itokawa. Et il y a un très beau film, ils sont très forts, les Japonais vont faire des très beaux films. On voit qu'il a le petit atterrisseur et Oui. oups, on l'a pas envoyé dans la bonne direction. Donc ils ont raté Itokawa, il est parti se perdre dans le milieu interplanétaire. Donc c'est pas si simple que ça de larguer un truc voilà, il faut être très précis, l'attitude doit être très précise. Et on a de la perturbation par les jets, par le gaz. Si Rosetta commence à tourner un peu, l'attitude sera plus la même, etc., etc. Oui. Si j'ai bien compris, d'après ce qu'on disait au dîner, donc, de toute façon, ça ne sera pas avant le 11 novembre. Ça, c'est pas possible. C'est pas prévu qu'il y ait un atterrissage avant le 11 novembre. Alors, c'est le 11 novembre ou après? Normalement, c'est ni avant ni après. Oui, c'est le 11. C'est oublié, d'ailleurs. Non, alors, en fait,
on a eu un débat assez houleux dans l'équipe Philae. On était en train de se dire que on pouvait se retrouver dans une situation où l'activité de la comète était telle, ce qu'on appelle le mode panique, c'est qu'il fallait absolument être largué le plus tôt possible. Parce que si l'activité de la comète était trop intense, le 11 novembre, on ne pouvait plus être largué, c'était foutu. Donc, ce mode panique, pour l'instant, il n'est pas du tout enclenché, l'activité n'est pas du tout préoccupante. Pour l'instant, les OC disent que la trajectoire est stable, donc on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Mais on a commencé à réfléchir à ça. Être largué après, alors pourquoi le 11 novembre? Là, personne n'a posé la question, mais c'est une question pas inintéressante. Le 11 novembre, c'est parce qu'on est à 3 AU. Alors vous allez me dire, pourquoi à 3 AU? 3 AU, c'est, selon les experts en comète, que je ne suis pas, la distance au Soleil à laquelle la glace d'eau se met à se sublimer. Donc finalement, c'est le début de l'activité importante de la comète, à 3 AU. Et donc on va être largué avant que ça commence à monter fortement l'activité. On veut vivre l'activité sur la comète, mais on aimerait être posé avant. Voilà. C'est pour ça qu'on est à 3 AU. Et j'ai cru entendre, mais c'est peut-être des mauvaises voix, nos amis allemands n'étaient pas tout à fait pour le 11 novembre. Est-ce que il y a du vrai, non, ou pas? C'est peut-être subliminal. Alors, non, on s'est posé la question, hein. On a même dit à l'ESA, vous savez, ce serait peut-être malin de... Ça, c'est l'ESA qui nous impose le 11 novembre. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu connais la date de la défaite de Waterloo? J'ai dit non. Ben voilà, le 11 novembre, c'est pareil. Les Allemands, ils connaissent pas. Donc, les Allemands n'en ont rien à faire. Et alors, nous, on a posé la question à nos gens de com au CNES en disant, bon, est-ce que c'est un vrai problème de se poser le 11 novembre? Ah, dit non, c'est parfait. Parce que tous les médias vont être saturés par les commémorations, mais là, au moins, on va mettre des choses un peu fraîches. Et donc, finalement, les gens de la com du CNES ont dit non, on touche à rien, c'est pas mal. Voilà. Super. Donc, Une question, Pierre. La rencontre exige une grande précision sur la trajectoire, sur la connaissance de la trajectoire de la comète. Est-ce qu'avec un chiffre, vous pouvez donner une idée de la supériorité de connaissance de la comète qui sera obtenue le 11 novembre par rapport à ce qui est connu pour toutes les autres comètes? Parce que chaque fois qu'il y a amélioration de précision, la science doit y gagner quelque chose. Alors, est-ce que je me trompe ou non? C'est pas le 11 novembre, là, c'est le 6 août. La 6 possible. Je veux dire, la précision de la position de la comète, ça va, on la connaît depuis même avant le 6 août. À partir du moment où on fait de la navigation optique, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Il faut savoir qu'en trajectoire interplanétaire, c'est une science en soi, hein, c'est très complexe, mais on était incapable d'arriver, je dirais, les yeux fermés à une comète, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut la voir. Elle est où? Elle est là. Ah bon, parce que bon, d'accord, elle est là, donc on va par là. Mais la trajectoire a une certaine incertitude. Notre trajectoire également a une certaine incertitude, donc il y a une cumulation d'incertitudes, et à un moment, il faut la trouver dans le ciel. Mais ça se pratique de plus en plus, la navigation optique. D'ailleurs, à l'époque de Phobos 88, pour vous donner un chiffre, on disait que la position de Mars était connue à 50 km près. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais souvenez-vous, Mars Climate Orbiter, qui devait passer à 250 km de la surface et qui est passé à 60. Donc, Mars Climate Orbiter s'est désintégré dans l'atmosphère. Donc, si, 50 cm, c'est beaucoup. Et ça commence à peu... C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe à 250 km et qu'on ne se permet pas de passer plus bas, parce qu'on a quand même une barre d'erreur à respecter compte tenu de l'incertitude de la position de Mars. Pour les comètes, c'est bien pire. Moi, j'ai fait mon stage de DEA sur les effets non gravitationnels sur les comètes. Donc voilà. Il y a des effets non gravitationnels, donc une trajectoire d'une comète est très imprécise. D'ailleurs, rien que la période de la comète de Halley, on sait qu'elle n'est pas constante d'un passage à l'autre. Elle peut varier parfois d'une année entière. Donc, non, il y a des variations importantes du fait de l'activité. Bon, merci. Je crois qu'on va en rester là pour ce soir. Merci beaucoup.
Et alors, je vous donne rendez-vous dans un autre lieu, 16 rue Coquernard, donc à AgroTech Paris, à AgroParisTech, pardon, le 8 octobre et à 19h. Et nous parlerons d'un sujet un peu éloigné quand même, des exoplanètes. Bon retour, bonne soirée à tous.